Bonsoir et bienvenue tout le monde à ce webinaire 13 avril 2021. Une 10e diffusion ce soir. Monsieur Hunter, bonsoir, ça va bien? Bon, ça va super bien. Quel bonheur d'être en ta présence ce soir et en la présence avec nos deux invités donc on va vous présenter bientôt et les gens qui sont avec nous dans le Facebook Live et dans le Zoom présentement. On a des parents fantastiques avec nous, encore une fois ce soir, qui vont poser leurs questions. On est à deux endroits en même temps, n'est-ce pas? On est dans le Zoom avec les parents, avec nos invités, mais on est aussi diffusé en même temps sur la page Facebook, la FCPQ. Donc, si vous êtes sur Facebook présentement, merci d'être là, merci d'être avec nous. Et puis, je vous dirais que si vous êtes dans le live, vous avez accès au lien Zoom. Fait que si vous voulez vous joindre à notre rencontre dans le Zoom, ça coûte gratuit et on vous attend. Il y a beaucoup de place pour vous. C'est un format questions-réponses et nous répondons ce soir avec nos invités à la question « Qu'est-ce que les parents du Québec ont besoin de savoir au sujet du numérique en éducation pour appuyer leurs enfants dans leur parcours scolaire en ce moment, dans un contexte où on s'entend avec le confinement, le reconfinement. On a besoin du numérique pour continuer d'apprendre ensemble. C'est possible. Donc, sûrement que les gens ont des questions et j'ai très hâte de voir, M. Hunter, nos invités et les parents, les questions qu'ils vont nous poser. Alors, voilà, c'est parti. Quel bonheur. On vous invite tout de suite à poser vos questions dans Facebook, donc dans le Facebook Live. On a devant nous nos ordinateurs. On voit le chat du Zoom et les questions qui défilent dans le Facebook Live. Donc, la dernière fois, lors du 31 mars dernier, on a eu beaucoup de questions dans le Facebook Live. Donc, gênez-vous pas, on les voit, on les adresse. Dans le fond, ce soir, oui, on a préparé un petit peu de contenu. Chacun de nos invités et moi-même, on va vous présenter un petit peu de contenu, mais la parole est à vous. Puis l'idée, c'est vraiment de vous offrir cette plateforme-là pour que vous puissiez, dans le fond, poser vos questions aux deux experts qui vont être avec nous, à moi, à Marius. Puis on va vraiment essayer d'être le plus clair possible dans la réponse à ces questions, dans les réponses aux questions. Puis voilà, donc on est vraiment content d'être là. Puis c'est parti. Bien, je laisserai peut-être, M. Hunter, parce que la table est bien mise. Bienvenue à tous ceux et celles qui se joignent présentement dans notre Zoom. On est des gens très accueillants, donc il n'y a pas de mauvais moment pour arriver dans cette rencontre-là. Le but, c'est de bien vous servir et de répondre à vos questions en lien avec le numérique en éducation. Il faut quand même le préciser. On n'a pas les réponses à tout. On parle du numérique en éducation. Puis M. Fred Ouellette qui est avec nous. Fred, j'aimerais ça peut-être... il y a peut-être des gens qui n'ont pas eu la chance d'assister au dernier webinaire, qui ne te connaissent pas. Donc, qui tu es, puis de quelle région tu viens? Qu'est-ce que tu fais dans la vie, mon cher? Bien, bonjour, chers parents. Bien content d'être avec vous ce soir en ce beau mardi, belle soirée de mardi soir. Moi, je suis conseiller pédagogique en numérique pour un centre de service scolaire à Kamouraska, Rivière-du-Loup. J'ai une formation d'enseignant de mathématiques. J'ai été conseiller pédagogique en mathématiques et sciences au secondaire. Puis là, j'accompagne, comme tu mentionnais, Marius, j'accompagne les enseignants de mon centre de service scolaire avec le numérique, avec l'intégration du numérique dans la pédagogie. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir pour essayer de répondre à vos questions. Comme Marius a mentionné, on n'a pas réponse à tout, mais on va essayer de vous alimenter le mieux possible. Bien, merci beaucoup, Frédéric, de prendre de ton temps. Puis, c'est certain, on a un petit peu de contenu de préparer parce que on va vous mettre l'eau à la bouche aussi. On va nourrir cette discussion-là qui va mener à certaines questions également. Et on a un autre invité, nul autre que Christelle, qui est avec nous. Donc, pour les gens qui ne te connaissent pas, Christelle, peux-tu nous dire ce que tu fais et de quelle région tu viens? Oui, bonsoir. Donc, moi, c'est Christelle Lacourrie. Je suis conseillère pédagogique à Montréal au Centre de service scolaire Marguerite-Bourgeois. Je suis enseignante de formation, puis je termine présentement ma maîtrise en orthopédagogie. Donc, je m'intéresse beaucoup aux apprenants avec toute leur réalité, aux défis, aux difficultés qu'ils vivent. J'accompagne donc des enseignants et des collègues conseillers pédagogiques dans l'intégration du numérique. Puis, ça me fait très plaisir d'être avec vous ce soir. Ah, c'est fantastique. Merci de prendre de ton temps. Puis, je ne sais pas si on le fait ou... j'hésite toujours avant de le faire, mais je me dis que ce serait peut-être pertinent, M. Hunter, qu'on se présente, nous aussi, parce que c'est pas tout le monde qui connaît Esqualédu puis ce qu'on fait. M. Stéphane Hunter. Ah, c'est à moi en premier, avec plaisir. Pourquoi pas? Je m'appelle Stéphane Hunter. Marius et moi, on a fondé Esqualédu il y a un peu plus de 3 ans. Puis moi, j'étais un ancien enseignant au secondaire. J'ai enseigné aux adultes aussi. Puis on s'est essentiellement certifié en coaching. Donc, on essaie de prendre toutes nos connaissances en leadership et en coaching et d'amener ça dans le monde de l'éducation. C'est un peu ça
l'essence derrière Esqualedu, nos valeurs principales, c'est vraiment d'amener le coaching et le leadership en éducation parce qu'on pense vraiment que c'est les personnes, les humains qui sont au centre de la patente. Même dans le virtuel. Même dans le virtuel, effectivement. Donc, moi, j'ai enseigné à peu près tous les cours qu'on peut imaginer, sauf français puis anglais. Puis, ce qui est le fun, c'est que mon ami Marius ici, il va se présenter aussi, mais c'est un prof de français. Donc, pour conclure, je suis un passionné numérique. Je suis un passionné aussi de tout ce qui s'appelle technologie en général, pas juste en éducation, mais la technologie en général. Puis tout ce qui est production, vous voyez ici notre studio ce soir. Hein? Même Mathieu présentement, on ne l'a pas encore présenté. Mathieu qui est à la régie, vous allez le voir arriver, il est à la régie de l'autre côté. Donc, tout cet environnement-là technique me passionne beaucoup. Donc voilà, c'est là qu'on en est pour l'instant avec Esqualedu. Je te laisse te présenter aussi, Marius. Bien, merci beaucoup. C'est le fun de t'entendre parler de ça. Moi, je m'appelle Marius. J'ai été enseignant de français au secondaire en début de carrière. Ensuite de ça, j'ai joué le rôle que Fred et Christelle jouent présentement. J'ai été conseiller pédagogique, puis ensuite de ça, coordonnateur, puis direction adjointe d'une école secondaire, d'une école intermédiaire, si on peut dire. Et j'accompagne présentement beaucoup de directions d'école ou des regroupements de direction, justement, pour voir comment on fait pour transformer l'expérience d'apprentissage de l'élève avec le numérique ou sans le numérique. Présentement, on s'entend qu'on en a vraiment besoin, c'est une nécessité. Et puis tout ça pour mettre de l'avant le potentiel humain. Puis on se rend compte au fil des accompagnements que c'est le leadership et coaching qui sont deux clés pour transformer le contexte actuel en opportunité pour les humains qui nous sont confiés parce qu'on a nos listes de classe. Puis quand on regarde notre liste de classe, c'est vos enfants qui se retrouvent là-dessus. Puis notre souci en tant que professionnel de l'éducation, c'est toujours de mieux servir chacun de ces enfants-là. Et puis ce soir, on parle du levier qu'est le numérique pour aller chercher justement le maximum de l'humain derrière tout ça. Donc, je vois déjà qu'il y a des questions dans l'espace de clavardage, dans le Zoom. Nathalie Ladouceur qui est là, Julie Lemay-Gagné également. Donc, on va prendre connaissance de ces questions-là. Je ne sais pas par quelle on voudrait commencer, mais je lis la première de Nathalie Ladouceur qui est là, puis j'invite nos invités spéciaux peut-être à réagir à ça. Oui, mais avant, si tu me permets, Nathalie, parce qu'on la connaît, Nathalie, on te connaît, je pense qu'on te connaît même bien, puis on sait aussi que tu es très gênée dans la vie. Ça te tente-tu de poser ta question en ouvrant ta caméra et ton micro pour que tout le monde dans le Facebook Live puisse entendre cette question-là, puis en même temps te rencontrer parce que tu es une personne exceptionnelle. Tu as même fait, on va en parler plus tard, partie du podcast Tout le monde est un leader. Mais voilà, donc on t'écoute, ma chère Nathalie, et bonsoir. Bonsoir vous toutes et tous, puis comment puis-je dire non à ça? En fait, j'ai une question particulière. J'ai plusieurs de mes parents qui, et comme parents également, chez les enfants plus jeunes, disons au cycle primaire, comment pouvons-nous bien équilibrer l'apprentissage en virtuel de façon synchrone versus les activités asynchrones? Avez-vous une idée du timing? Qu'est-ce qui serait plus préférable pour appuyer, moi comme parent, mais aussi parents de nos élèves, à être plus efficaces? Par rapport à l'apprentissage du virtuel avec nos enfants, étant donné que, comme on le sait, on doit s'y mettre à la tâche de partout, étant donné que les écoles seront maintenant là, virtuelles. Donc, je me limite à la question de la petite enfance, maternelle jardin, mais jusqu'à la 6e année. Mais toujours est-il, je suis très curieuse de savoir pour le secondaire également. Donc, si vous avez des conseils, j'apprécierais grandement. Merci beaucoup pour ta question, Nathalie. Puis avant de lancer la parole à nos invités qui sont en train sûrement de trouver les bons conseils qu'ils pourraient nous donner par rapport à ça, pour les gens qui ne sont pas familiers avec ces termes-là, synchrone, asynchrone, cette année, on en prend vraiment connaissance ou conscience de ça. Donc, c'est l'idée du synchrone, c'est on est en même temps dans le virtuel, un peu comme on fait ce soir. Si vous êtes là en direct, on est là à la même heure, dans le même espace. Asynchrone, ça veut dire j'ai accès à du contenu dans le numérique. C'est peut-être la rediffusion, si vous êtes en train de regarder la rediffusion. On n'est pas tous là en même temps, mais on a accès aux mêmes informations ou aux mêmes tâches, au même apprentissage. Donc, derrière ta question, Nathalie, il y a toute cette conscience-là que combien de temps on place un élève ou un enfant, je devrais dire, hein, c'est un enfant, devant un écran. Puis est-ce qu'il y a des données là-dessus? Puis est-ce qu'il y a des bonnes pratiques que vous observez dans le terrain? Donc, je voulais juste
peut-être amener ces nuances-là dans ta question parce que le souci du bien-être de l'enfant en arrière de cette question-là. Là. Donc, je ne sais pas, entre Fred et Christelle, si vous avez des observations à nous partager du terrain, des données, des petits trucs, des conseils. C'est une bonne question pour commencer. Oui, non, c'est une très bonne question. Puis là, elle vient aussi des enseignants, il ne faut pas se le cacher, les enseignants aussi qui enseignent avec les plus jeunes, là, soit de la maternelle ou du premier cycle du primaire, se posent la question. Je n'ai pas nécessairement fait des lectures, en tout cas, je n'ai pas des données probantes par rapport à ça nécessairement à fournir. Mais c'est certain qu'un enfant, plus il est jeune, ben, plus le temps en avant de l'écran va forcément être diminué. Mais je serais porté à croire aussi que ça va être beaucoup du temps synchrone, donc qui va être fait avec les plus jeunes pour essayer justement de garder un certain contact avec l'enseignant, avec l'enseignante, pour s'assurer que le lien avec l'école soit un peu, en tout cas, perdure, puis qu'il y ait encore un lien de confiance, que je dirais, entre l'enfant et le professeur et l'enseignant. Mais, puis peut-être que Christelle pourra renchérir, mais chose importante, il faut toujours essayer de penser que, puis idéalement, c'est quand l'enfant est en avant de l'écran, ça ne veut pas dire qu'il doit être passif en avant de l'écran. Donc, c'est sûr que le rôle des enseignants est d'essayer d'amener des activités où l'élève va quand même être actif, va avoir des choses à faire, va avoir à travailler sur un projet, bouger quand ils sont plus jeunes, chanter, mimer. Donc, il y a toujours des choses qui sont faisables. Mais en tout cas, je veux pas étirer ça trop longtemps, mais c'est certain que c'est une bonne question. Et je ne sais pas s'il y a une excellente réponse à ça, mais en tout cas, il y a des éléments de réponse, puis il y a toujours de la bonne volonté, tant du côté de l'école que du côté du parent, pour faire participer le jeune aussi. Si, je ne sais pas, moi, si on demande de chanter la comptine ou de mimer les gestes que l'enseignante veut faire, ben, d'essayer d'inciter l'enfant à participer, à être actif, justement, en autant que possible. J'aime beaucoup ce que tu présentes présentement, Frédéric. Tu amènes toute la notion d'être actif. Puis je pense que le souci derrière la question de Nathalie, si je l'interprète comme il faut, c'est qu'on ne veut pas que le numérique devienne une machine à assigner des tâches. Parce que l'éducation, c'est plus que ça. Il y a le lien avec l'élève, il y a la relation. Donc, comment on se sert du temps en direct et qu'est-ce qui se passe là quand on est en direct et quels sont les rôles de chacun. Puis, avec les différentes personnes dans le réseau avec lesquelles je collabore présentement, c'est une question qui revient souvent, ça. Les gens se préparent à la rentrée scolaire qui s'en vient, ils se posent la question, OK, c'est quoi la responsabilité d'un élève en ligne? Est-ce que c'est juste d'écouter monsieur ou madame, comme tu disais, Fred, ou si c'est de s'engager? Puis bien ça a des impacts sur comment je me présente, comment je présente mes leçons en ligne aussi, comment je les conçois, comment je planifie les interactions. Il y a plein de choses à enseigner aux élèves, comment j'interagis. Si, par exemple, on va dans des salles virtuelles de collaboration chez les plus vieux, j'ose dire, peut-être pas en jardin ou à petite enfance, là. Mais en tout cas, ça, c'était un de mes commentaires. Et l'autre, c'était, je sais qu'il y a certaines écoles qui utilisent le temps synchrone, mais qui divisent les groupes. Donc, on va choisir certains élèves, on fait l'horaire, on fait des groupes de 4, 5, 6, 8 élèves qui sont avec madame en direct, 30 minutes, puis on y va comme ça pour justement garder le contact et le contact humain avec chaque élève est présent, plutôt que d'y aller tout le monde pendant 4 heures avec 30 élèves, de morceler moins de temps, mais maximiser la qualité du temps passé là. Ça, c'est ce que je remarque présentement. Je ne veux pas en dire trop, Christelle, je sais que tu as des choses à partager. Oui, tout à fait. Mais je voulais juste revenir un petit commentaire par rapport à la question de, justement, Madame Ladouceur, vous mentionnez bien équilibré, puis tout est, à mon avis, tout est un peu dans l'équilibre. Frédéric et Marius ont aussi soulevé de bons points par rapport à ce qu'on fait devant l'écran et la qualité, le fait d'être présent en train de discuter avec l'enseignant et d'autres camarades de classe, ben, ce temps d'écran-là, c'est un temps de qualité. Et de plus en plus, les experts nous parlent de recommandations
par rapport aux bonnes habitudes plutôt que juste le temps d'écran. Parce qu'il y a une valeur ajoutée à être, que ce soit devant l'écran ou en train d'utiliser le numérique. Donc, je pense qu'on est... On dit souvent, c'est pas le temps d'écran qui est la problématique, c'est ce qui se passe à l'écran. Ouais. C'est un peu, ça appuie tout simplement ce que tu dis. Puis Mira dans Facebook, elle le dit aussi, tu sais, la relation entre les élèves, c'est important aussi. L'enseignant peut et doit créer des leçons qui peuvent permettre des interactions entre les élèves. Donc, s'il y a ça qui se passe aussi, puis Mira est prof de 4e année, donc elle le fait. Elle fait même un blog avec ses élèves. Elle fait toutes sortes de choses en utilisant le numérique. Donc, Mira, c'est le fun de te voir dans le Facebook. Si jamais tu veux te joindre à nous dans le Zoom, tu es la bienvenue. Le lien est dans la description du post Facebook. Donc, si jamais il y en a qui sont sur Facebook, on vous le rappelle, si vous voulez vous joindre à nous pour poser vos questions en direct, ne vous gênez surtout pas à vous joindre à nous dans le Zoom. Je viens d'envoyer l'invitation dans Facebook également à Mira. D'accord. Je ne sais pas si elle va pouvoir. Là, à l'oral et à l'écrit, on dit ça comme ça. Super Donc, intéressant. Je ne sais pas, Nathalie, je ne sais pas si on veut ramener Nathalie pour voir si ce qu'on vient de partager comme idée, si ça résonne, si ça a du sens, si c'est quelque chose qui pourrait s'appliquer à ta réalité, Nathalie. Oui, c'est des conseils qui sont pratiques dans ce sens que pour sécuriser nos collègues parents, puis même nous en tant que parents, c'est vraiment faire fi du gros bon sens, de ce que j'appelle peut-être le GBS. Puis c'est ce que vous me dites comme étant quelque chose qui est une stratégie qui peut bien fonctionner. Si on peut assurer ce sens d'appartenance-là des élèves, du contenu de qualité versus du temps d'écran, je pense que vous m'appuyez dans ma démarche, puis dans mon gut feeling, si je peux le dire ainsi, de dire que ça vaut la peine. Ouais. En sachant aussi que le numérique, c'est un outil, ça ne remplace pas l'humain, mais comment est-ce que cette présence et ce sens d'appartenance-là en temps ensemble peut nous renchérir versus nous donner un bâton, nous être un bâton dans la roue. Donc, merci pour les conseils. Je pense que vous me validez qu'on est sur la bonne piste et on va continuer à pouvoir dire cela à nos collègues et aussi à nos parents. Merci beaucoup, Nathalie. Puis c'est certain que moi, je me dis d'ici la fin de l'année, avec une question comme celle-là, je m'en voudrais si, en tant que système d'éducation, puis même avec les parents, ça serait important qu'on pose la question aux élèves et aux enseignants. Les experts de l'éducation en temps de pandémie sont dans les salles de classe. C'est eux qui le vivent présentement. Puis ça, c'est une belle question. Moi, j'ai une question qui me vient à l'esprit quand j'écoute tout ce qu'on vient de se partager, c'est qu'est-ce qui influence l'expérience d'apprentissage présentement? Et c'est certain que le temps passé en direct avec tout le monde, ça influence ça. Le temps en asynchronous. Ce qui est demandé de moi, comment on m'engage dans le virtuel, ça influence ça. Et aussi la pertinence de ce qui m'est demandé dans ce format-là, parce qu'on ne peut pas juste prendre nos leçons de salle de classe et les amener dans le virtuel puis dire c'est la même chose. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est des choses qui me viennent à l'esprit. J'aime beaucoup rappeler ce que tu as dit tantôt. Tu sais, le numérique, c'est pas juste un outil pour donner des travaux. Là. Non. Ça peut être beaucoup plus que ça. Puis je pense qu'on peut... La majorité des profs s'en viennent de meilleur en meilleur, puis on apprend tous et on devient tous meilleurs dans cette utilisation du numérique. Mais définitivement, on doit aller plus loin que juste faire la même chose qu'on faisait en classe régulièrement. C'est sûr. Absolument. Autre commentaire, autre ajout par rapport à ça? C'est certain qu'on fait des observations présentement, puis moi, ce qui m'a toujours bien servi en éducation, comme on a un rôle d'accompagnement, on a un rôle d'aide ou d'appui, c'est toujours, quand on observe ce qui se passe présentement, on se fait une idée de ce que ça pourrait être. T'sais? Puis notre but, c'est toujours d'améliorer les choses. Mais la présupposition de base qui m'a toujours servi, c'est avoir des bonnes intentions. Les gens ont des bonnes intentions. Donc, peu importe ce que vous observez présentement de la part des enseignants ou des enseignantes de vos enfants, présentement, ce que ces enseignants-là font, c'est ce qu'ils pensent qui est mieux pour votre enfant. Donc, la présupposition de base, c'est que la personne qui enseigne à mon enfant présentement fait ce qu'elle connaît de mieux. Donc, quand on part de cet angle-là, je pense que les questions qui nous viennent à l'esprit peuvent mener à une très belle collaboration
entre l'école et la famille. Je pense que c'est le point de départ pour aider nos enfants, c'est d'avoir cette relation-là entre l'école et la famille. Donc, je tenais à le préciser. Ouais. Les bonnes intentions, justement. Ouais. Moi, j'avais envie d'ajouter à ce qui a été dit par rapport à l'équilibre. Encore une fois, je reviens là-dessus. C'est toujours intéressant d'aider les enfants à trouver un petit équilibre entre les activités sédentaires et les activités physiques. Puis en étant assis, ça fait partie un petit peu des activités sédentaires. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour bouger un petit peu? Puis ça fait partie des activités, si je reviens au mot asynchrone. Donc, les activités que je ne fais pas avec le numérique, pas à l'écran. Ça peut toujours être intéressant d'aller faire une petite liste puis faire participer les jeunes à faire cette petite liste pour qu'eux-mêmes se mettent à l'action. Vraiment intéressant ce que tu dis. On parlait lors du dernier webinaire de morceler en plus petits bouts ou en plus petite unité de temps les travaux qu'on peut faire, surtout en asynchrone, parce que quand on est en synchrone, c'est sûr qu'on est là en direct, mais les bouts qu'on peut écouter d'avance ou faire par nous-mêmes, je pense qu'une des belles choses que les parents peuvent faire, c'est justement d'amener leurs jeunes à... vous pouvez amener vos jeunes à briser leurs tâches dans le temps et faire des petites activités pour leur changer l'idée, morceler ces tâches-là. Ouais. Aussi, les oxygéner, donc aller dehors un peu. Le beau temps est arrivé. On n'est pas chanceux d'être en pandémie, mais on est chanceux en tabarouette avec la météo présentement. On a un mois d'avril extraordinaire. Puis, je pense qu'il faut en profiter puis les amener à s'oxygéner davantage. Je pense que si la possibilité est là, ça pourrait être une bonne stratégie d'organiser ces moments-là asynchrones en les morcelant puis en les faisant varier avec des activités physiques. Bonne idée. Ça, ça me fait penser à une des réalités qu'on a perdues, dans le fond, avec la pandémie. C'est quand c'est changeant, comme c'est cette année, c'est le temps structuré et le temps non structuré. Quand on est à la maison, si on n'est pas en mode synchrone, en d'autres mots, si on ne gère pas pour moi mon horaire, je dois gérer mon emploi du temps. Donc, l'asynchrone, le niveau de difficulté, c'est pas juste l'idée que c'est asynchrone, c'est que je dois déterminer à quel moment je le fais et être discipliné. C'est là que les adultes peuvent m'appuyer dans ma gestion du temps et dans mon emploi du temps aussi, puis dans l'environnement dans lequel je me place pour apprendre. Parce qu'à l'école contrôle l'environnement d'apprentissage. On essaie de créer un climat positif, un bel espace agréable. On est assis ou on est debout. À la maison, on fait des choix. Donc, il y a peut-être des choses à considérer par rapport à ça, l'environnement dans lequel l'enfant se place pour apprendre, côté bien-être également. Donc, je ne sais pas, je sais que Christelle, tu avais le goût d'aborder certaines habitudes de vie ou peut-être des petits conseils à nous partager dans ce sens-là également. Oui, j'avais le goût de discuter un petit peu avec les parents ce soir de saines habitudes de vie, des petites pratiques, des petits gestes qu'on peut mettre en place justement pour favoriser le bien-être des jeunes. Puis, j'ai envie de vous demander, les participants qui sont avec nous ce soir, je ne sais pas si vous avez des idées de gestes concrets. Là, je fais du pouce un petit peu sur la question de Mme Ladouceur, mais non seulement en lien avec les apprentissages, mais une fois l'école en ligne a terminé, l'enseignement ou l'apprentissage virtuel, peut-être répondez dans le clavardage ou n'hésitez pas à ouvrir votre micro, mais quels gestes concrets on peut faire pour aider nos enfants à avoir des habitudes de vie, de saines habitudes de vie en lien avec le numérique? On a discuté un petit peu de prendre des pauses, se lever, faire des pauses actives, même morceler les tâches. J'ai placé la question dans le clavardage. Comme ça, des fois, en la lisant, ça nous donne le temps d'y réfléchir. Donc, quel geste concret peut-on faire pour aider nos enfants à avoir des habitudes de vie saines? J'ai aussi mis la question dans Facebook pour les gens qui aimeraient répondre dans le chat du Facebook Live. OK. Pendant que les parents réfléchissent à la question, peut-être juste une petite parenthèse par rapport aux habitudes de vie. Moi, j'aimais bien quand dans les cours d'éducation physique, l'enseignant demandait à mes enfants d'aller pelleter la cour. J'ai hâte au prochain cours d'éducation physique qui va être de racler le terrain. Donc, une petite parenthèse comme ça, là, j'aime bien ça dans ce temps-là. Eh bonne. J'ai même eu un de mes neveux, son prof de gym, lançait des petits défis comme ils prenaient leur téléphone, par exemple, puis il fallait qu'ils sortent de la maison,
puis qu'elle allait courir, puis qu'elle allait toucher, il fallait qu'elle ait touché le premier qui touche à mettons, un arrêt-stop, ou le premier qui fait telle chose. Donc, il amenait les jeunes avec leur appareil à sortir dehors, faire quelque chose, revenir dans le cours. Il y a des belles stratégies qui sont possibles de mettre en place pour les faire bouger, c'est certain. Ça demande un peu d'ouverture et d'aisance, puis de laisser aller auprès du prof, mais je pense qu'il y en a des belles stratégies. Mais pour les parents, je suis curieux de vous entendre répondre à cette question-là de Christelle. Vos stratégies à vous, c'est quoi vous faites, vous, pour équilibrer tout ça dans vos milieux? Oui. Je lève la main. Ah! Nathalie, vas-y. On t'écoute, Nathalie. Je cherchais ma main virtuelle, là, puis je ne la voyais pas, fait que j'ai fait la main. Je trouve que c'est une excellente question. Puis, je peux juste me prendre comme exemple de vouloir dire, je dois être modèle moi aussi. C'est-à-dire, si je veux avoir des bonnes saines habitudes de vie, si je veux que mes enfants en aient, je dois être moi-même le modèle ou la modèle qui peut dire, OK, sois pas 2 heures devant ton écran, prends une pause, lève-toi, donne-toi un petit défi, sois avec une amie, OK, on court vite, vite, ou encore on se donne, on fait une chanson, les fameux vidéos où est-ce qu'on peut danser en même temps qu'est-ce qui se passe devant nous. Je pense que c'est un petit peu comme ça. D'où vient la question de l'équilibre, c'est d'être actif. Puis je pense que pour avoir une bonne habitude saine, je dois le modeler également. C'est pas toujours facile à faire. C'est facile à dire, pas facile à suivre la consigne, mais je pense que ça commence de soi également. Donc, pour moi, mes enfants, c'est d'être autant capable de le démontrer, puis de le faire savoir. Voici ce que moi, je vais faire aujourd'hui. Je m'engage à ceci, puis j'essaie d'avoir mes enfants qui sont mes amis, mais pour qui je suis maman aussi, de dire, moi, j'étais active aujourd'hui, toi, qu'est-ce que tu as fait? Puis on partage cela pour avoir nos succès. Alors, célébrer nos petits succès, quelle que soit minime partie fine là, de ce qu'on fait durant la journée, ça serait peut-être mon premier réflexe. Ouais. Toi, Nathalie, tu n'en as pas 1, ni 2, ni 3, ni 4 des enfants, comme tu en as 5, n'est-ce pas? 5 enfants, donc Ouais. c'est ça? Oui, Oui. 5 enfants. Écoutez, J'aime bien le côté ce qui a été la communication, hein, c'est le fait de verbaliser ce qu'on fait d'un côté, mais pour les faire parler aussi, pour qu'on réalise. C'est toute la réflexion qui est derrière tout ça. Excuse-moi, Marie, je t'ai coupé. Ah non, pas du tout. Je voulais simplement réagir à ce que vous êtes en train de partager. Puis je me dis, derrière ça, quand on dit faire quelque chose pour notre enfant, c'est aussi une occasion de bâtir la capacité de son enfant. On ne veut pas faire pour l'enfant ce qu'il pourrait faire par lui-même. Donc, de donner un sens à pourquoi on fait ça, d'expliquer les bienfaits, pas seulement exiger. On ne ferait pas ça en classe non plus. Donc, tu sais, c'est des belles occasions d'engager la conversation. Donc, ça nous rapproche. Tu sais, le numérique, quand on est à distance, comme ce soir, ça nous rapproche. Dans le Zoom, on est à moins de 2 mètres, quand même. C'est pas rien. Mais le numérique est censé rapprocher l'humain. Puis je pense que parler du numérique, c'est une occasion de rapprocher les humains qui sont au même endroit, dans la même bulle, dans la même famille, pour justement parler de qu'est-ce qui compte pour nous, parce que derrière tout ça, il y a nos valeurs familiales, puis comment on veut utiliser notre temps. Donc, je trouve que c'est des belles occasions de jouer notre rôle de parent également, sans se dire, entre parents, qu'est-ce qu'on ne se dira pas quoi faire, là, entre parents, mais je sais que tout le monde veut le bien-être de son enfant, puis on trouve, on cherche tout le monde des façons d'ouvrir des discussions avec nos enfants. Plus ils vieillissent, parfois c'est plus difficile de savoir, OK, par quelle porte je dois passer pour ouvrir la discussion avec ma fille de 16 ans, par exemple, tu sais. Donc, ça me fait penser à ça quand je vous écoute parler de Nathalie et Christelle, donc je partage ça. Moi, je pense à peut-être des ados un petit peu plus vieux. Des fois, on va leur parler, mais poser des questions. Tu sais, des fois, les conversations informelles permettent aux jeunes de discuter, mais je pense même aux questions c'est pas juste qu'est-ce que tu fais sur ton téléphone, mais même, je lisais des articles à ce sujet, puis le fait de demander à un jeune qu'est-ce qui t'apporte un sentiment, qu'est-ce qui t'apporte du bonheur et qu'est-ce qui t'apporte, mettons, un sentiment de comparaison. Puis là, ça fait référence, un petit clin d'œil aux réseaux sociaux. Puis là, juste le faire parler mettons, même quelle vidéo t'a permis de te sentir bien. Puis là, ça parlait de quoi
versus qu'est-ce qui t'a rendu triste, quel contenu. Puis là, ça revient à faire référence au contenu de qualité, comme on disait tantôt. Oui. Puis, aurais-tu des exemples de ça, Christelle? Je veux dire, des exemples, il y en a des milliers, mais je veux dire, quand tu parles contenu de qualité, qu'est-ce que tu as en tête quand tu parles de ça? Je pense à, mettons, un contenu de qualité, c'est sûr que c'est pas très encadré non plus, mais je dirais du contenu, des vidéos, des tutoriels éducatifs, des activités en groupe. J'ai même le goût d'aller même dire des jeux en ligne, des jeux qui se jouent, des jeux collectifs, des jeux d'équipe, versus des jeux qui se jouent solo, où est-ce qu'on va se retrouver peut-être plus isolé même. C'est un petit clin d'œil aux jeux vidéo qui peuvent favoriser un sentiment de bien-être chez les jeunes parce que justement, ils sont branchés avec leurs amis, ils discutent. Écoute, tu t'amènes tellement un bon point. J'ai un garçon. J'ai un garçon qui vient d'avoir 18 ans, qui est en train de finir son secondaire, puis il est autiste de haut niveau. Oui. Puis il a appris, il apprend toujours à socialiser et grâce aux jeux vidéo, Fortnite entre autres, casse d'écoute, jouer en communauté, socialiser grâce au chat parce qu'il y a plein de choses qui se passent là. Donc, ça devient un champ de pratique d'interaction sociale pour lui. Donc, il y a du positif dans ça. Quand je parle de contenu de qualité là, ou environnement de qualité, ça a été très bénéfique pour lui. Puis encore là, comme parent, je me pose toujours la question, combien de temps c'est assez de temps devant l'écran, en tenant compte de mon enfant, qui est unique, comme tous les enfants d'ailleurs. Donc, tu sais, c'est des bonnes questions qu'on se pose ce soir. Puis je pense que si on gère les attentes, là, pour nous tous, je me rends compte qu'avec les questions qu'on se pose, peut-être qu'on va repartir ce soir, pas seulement avec des réponses, mais avec des questions intéressantes. Puis je pense que ça nous aide à avancer comme parents, puis même comme acteurs en éducation, de repartir avec des bonnes questions parce que la qualité des questions qu'on se pose, ça détermine la qualité de nos progrès souvent. Il faut se poser des bonnes questions. Donc, ça me fait penser à ça, tout ça. Je n'ai pas le fil conducteur, mais si je fais une petite synthèse de notre conversation jusqu'à date, on s'est dit qu'on parle du numérique ce soir, puis on répond à la question « Qu'est-ce que les parents ont besoin de savoir par rapport au numérique pour aider leur enfant présentement? » On s'est dit « OK, il y a du synchrone, il y a de l'asynchrone. » Là, ça nous a fait évoluer dans notre discussion vers le « OK, le temps d'écran, comment on se sert de ça? » Puis si on n'est pas à l'écran, qu'est-ce qu'on veut qu'il se passe? Parce que c'est une chose de se dire « t'es pas à l'écran », mais on remplace le « t'es pas à l'écran » par quoi d'autre? Puis là, on est en train de parler de ces choses-là, puis des gestes concrets qu'on peut faire pour notre bien-être. Ça, c'est un peu, on est rendu où là, dans notre discussion pour outiller les parents. Là. Prochaine étape, comment on voit ça? Moi, j'ai le goût de poser la question aux parents qui sont là, parce qu'il y a sûrement des choses qui vous viennent en tête. Il y a des questions non googlables qu'on se pose présentement. On ne peut pas googler les réponses à ces questions-là toujours. Mais par rapport à ça, le bien-être, l'environnement de travail, le temps d'écran, qu'est-ce qui se passe présentement? Les questions que vous vous posez peut-être, ou peut-être des stratégies, vous, que vous avez utilisées chez vous. Parce que je suis certain que vous avez essayé des choses. Après ce bout-là, on va revenir à la question de Julien, qui est quand même intéressante. Oui. D'un point de vue de briser l'isolement grâce au numérique, mais on va compléter ce bout-là, puis on reviendra à ta question, Julien, avec toi. Oui, absolument. On ne t'a pas oublié. Merci, Steph. On a un excellent temps d'attente, mais on a jusqu'à 21 h. OK, c'est correct. Ça se peut qu'il n'y en ait pas. Passons à la question de Julien. Voulais-tu relancer ça, M. Hunter? Bien, Julien se demande, puis je ne sais pas si tu veux intervenir, Julien, directement. Oui, ça serait intéressant. J'ai vu que tu as ouvert ton micro, bonjour, donc... Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, bonjour. Merci de faire ça. Écoutez, ça va un peu dans le sens de votre discussion. Tu sais, vous avez parlé, là, c'est peut-être une question que j'amène justement par rapport à comment le numérique peut être utilisé. On en a parlé. Moi, je suis papa d'un enfant en première année, puis cette année, on n'a pas eu la chance vraiment de rentrer en contact avec les autres parents à cause de la situation. Donc, on ne connaît pas vraiment les gens, les autres parents. Puis, vous le dites, le numérique, en théorie, ça devrait pouvoir nous rapprocher, même si on est à distance. Oui. Puis, on est... il y a la relation
enseignants-enfants, les enfants entre eux, les enfants avec leurs parents, l'enseignant avec le parent, mais même entre parents, se consulter pour pouvoir voir les trucs des autres, etc. Puis je me suis dit, c'est tellement obvious, puis pourtant, c'est tellement difficile. Les outils sont là, puis en même temps, on n'a pas du tout, mais je ne sais pas si c'est comme ça dans toutes les écoles, mais il semblerait qu'on n'a pas la collaboration, excusez ma petite. T'es Allô? pas à s'excuser du tout là. Allô, c'est quoi son nom? Comment tu C'est Sarah. t'appelles? Elle n'est pas à l'école encore. Alors, OK. bye-bye. Je les connais pas, eux autres. Donc, j'amène la question parce que j'ai trouvé le processus dans mon école assez difficile de juste rentrer en contact avec les autres parents. OK. Je me suis fait vraiment un peu revirer au niveau d'inviter les gens. On ne pouvait pas utiliser le secrétariat pour inviter les gens, d'envoyer une communication aux autres parents. Puis ça avait l'air d'être un enjeu légal partagé à d'autres endroits. OK. Puis vous, comme la Fédération des comités de parents, certainement, vous voyez l'avantage d'avoir des comités de parents plutôt que des parents individuels face à une organisation scolaire. Il y a un avantage à pouvoir se parler, se regrouper en tant que parents, se donner des trucs, puis partager ce qu'on vit, surtout dans le cas actuel. Puis je me demandais si vous aviez une plateforme, une façon de lubrifier tout ça, parce que nous, on trouve ça très, très difficile de ne pas pouvoir être en contact avec les autres parents de mon fils, puis etc. Donc, on se demandait comment ça pouvait aider, puis s'il y avait des guidelines ou s'il y avait une façon de rendre ça fonctionnel. Donc, je vous aurai peut-être pas la réponse ce soir, mais je le soulève pour que l'outil numérique ne serve pas juste de la façon la plus obvious, là, qui est enfant, enseignant, mais aussi d'inclure les parents là-dedans pour que finalement, les principaux acteurs de l'éducation des enfants, que sont les parents, on est les principaux responsables, soient inclus dans tout ça, puis qu'on bénéficie vraiment de l'avantage d'avoir un Web 2.0 qui est synchrone ou pas, mais dans lequel on peut pas seulement se faire nourrir du contenu, mais échanger du contenu. Donc, c'est un peu ça que je voulais partager. OK. Aussi, j'aimerais bien avoir un truc pour ne pas être obligé de porter le masque au travail. C'est quoi le truc? On reste à 2 mètres. On est très loin l'un de l'autre, mais j'aurais le goût de poser la question à Christelle et à Fred pour les voies de communication. Moi, ce qui me vient à l'esprit avec ça, c'est qu'il y a des voies de communication formelles entre l'école et la famille. Donc, je ne sais pas s'il y a des choses que vous pourriez nous partager à ce sujet-là. Oui, bien justement, moi, c'est un peu un sujet que je voulais aborder là, ce soir, la communication surtout entre l'école et la famille, l'école et les parents, en fait. Je ne sais pas si je vais être capable de répondre vraiment à la question entre les parents, entre eux, là, mais en tout cas, je vais quand même essayer de vous montrer, parce que je voulais vous montrer quelques possibilités qui sont utilisées. Là, c'est sûr qu'on couvre un large territoire. On est à l'ensemble du Québec. Ce n'est pas nécessairement partout qu'il y a les mêmes fonctionnalités, les mêmes outils qui sont utilisés par les institutions scolaires. Mais il existe des moyens qui permettent et qui facilitent la communication entre l'école et la famille. Fait que moi, je vais juste je vais vous montrer quelques applications, en fait, 2 applications qui vont vous servir un peu de modèle. Puis je vous dirais, l'important, ce n'est pas tant les applications que de poser la question, en fait, à l'école, quel est le moyen de communication qui est à privilégier quand on veut communiquer entre nous, entre les parents et l'école, comment on fonctionne? Quel est l'outil que vous allez utiliser? Parce que pour un parent puis là, Julien, je crois que tu as dit, puis là, je te tutoie, je pense que tu avais dit que ton enfant était en première année. Donc, oui, il va continuer dans le parcours scolaire. Tu sais, et à ce moment-là, bien, plus il va avancer, plus il va avoir des communications. Puis c'est important de garder le contact avec l'école. Donc, je vais juste partager mon écran simplement. Vous devriez voir normalement cet écran-ci. Je vais vous parler en fait de deux applications qui existent parce que les outils que je vais vous présenter sont des applications qui sont installables, ils ont la possibilité d'être installés sur un téléphone cellulaire. Et il y a entre autres M-Parent qui est relativement nouveau. M-Parent, c'est une application qui
fonctionne pour les établissements, les centres de services scolaires qui utilisent entre autres Mosaïque Portail. Donc, quand les enseignants entrent leurs résultats, par exemple, pour produire des bulletins, bien, il y a plusieurs centres de services scolaires que c'est Mosaïque Portail qui utilisent. Puis, il y a l'application M-Parents. Puis, à ce moment-là, bien, on peut la télécharger, on peut l'installer soit sur un téléphone Apple ou Android, et ça permet des communications simplement. Moi, comme parent, je ne l'ai peut-être pas nommé depuis le début de la rencontre, mais j'ai quand même 3 enfants qui sont dans le parcours scolaire. Et j'aime bien recevoir, par exemple, et là, j'ai fait une capture d'écran, j'ai essayé de cacher des données confidentielles de ma fille parce qu'elle ne voudrait pas que ça soit publié partout. Mais, par exemple, j'ai pris une capture d'écran pour montrer à quoi peut ressembler une notification que je reçois sur mon téléphone. Donc, je reçois ça en courant de journée que Jasmine a reçu, par exemple, soit un état de compte ou soit des résultats en français ou d'autres notifications du genre. Donc, je n'ai pas besoin de courir après l'information. L'information arrive à moi, puis je suis notifié de ça. Et pour la même application, ben, je pourrais aller chercher là, mes autres enfants dans l'application. Ça, c'est un exemple de notification. Puis je voulais vous montrer un message. Parce que des fois, on veut recevoir des messages, mais pas toujours des résultats scolaires. On aime ça savoir ce qu'ils font un peu. Ouais. Ici, c'est un exemple de l'enseignante qui avait fait un projet en art. Puis on avait reçu un message, comme de quoi, qu'il y avait des photos du projet. Donc, juste un moyen de communiquer avec les parents de tous les élèves, parce que le message a été envoyé à tous les parents de la classe, bien, on n'a pas eu besoin de courir après l'information. On a pu accéder aux photos, voir les projets, parler des projets avec Jasmine, montrer les projets qu'elle a fait à son frère et sa sœur. Tu sais. Donc, c'est un exemple là, parmi tant d'autres. Est-ce que dans cette application, Fred, si tu me permets, oui, est-ce qu'il y a mettons, les commentaires entre les profs et les élèves, est-ce que les parents, si ils commentent, est-ce que c'est, je vais dire, public? Est-ce que les autres parents voient les commentaires des parents? Y a-t-il cette possibilité-là d'interagir, dans le fond, entre parents à ce moment-là, ou c'est vraiment la ligne est fermée, parents, élèves, profs, à la verticale? Oui, bien ici, pour l'instant, dans cette application-là, s'il n'y a pas la possibilité de communiquer avec les parents, okay. Peut-être que ça viendra parce que l'application a été sortie en courant d'année, donc il va y avoir de l'évolution dans l'application. Mais je sais par contre qu'il existe des applications comme Classe Dojo ou CISA, oui, c'est ça, CISA, qui sont utilisées des fois justement pour les plus jeunes. Et là, il y a moyen de même liker les photos, un peu comme Facebook, là, de commenter, de liker. Donc, à ce moment-là, les parents peuvent voir les commentaires des autres parents okay. Si l'option est activée par le prof. Oui, c'est ça. Frédéric? Mais pour l'instant, en tout cas, dans M-Parents, ce n'est pas encore disponible, okay. Stéphane. Okay. Donc, Frédéric, selon ce que je comprends, cette formule-là, cet outil-là, c'est davantage une communication formelle en lien avec ce qui se passe à l'école, plus à sens unique pour garder les gens informés. Et puis, c'est une centrale, dans le fond. Le portail, ça veut dire que c'est un endroit qui est sécurisé avec des données d'élèves. Donc, on protège ces renseignements-là. On n'est pas nécessairement en train ici de parler d'une communication directement entre le prof et l'élève ou le parent. Où il y a un échange au sujet de « OK, mon enfant, comment ça va présentement? » Donc, ce n'est pas nécessairement à ça que ça sert, cette plateforme-là. Il y a d'autres moyens de communication pour avoir des discussions plus privées au sujet d'un enfant. Là. Oui, bien en fait, ici, on voit seulement les messages qui concernent notre enfant, là, comme okay. dans l'application, étant donné qu'il faut justement entrer avec un compte et un mot de passe. Là. OK. Mais comme parent, moi, j'apprécie beaucoup. Puis là, je vais vous montrer rapidement là, les prochaines, mais on peut voir les travaux, en fait, puis voir qu'est-ce qui a été évalué, puis les résultats. Ça, c'est très rapide, ce que je vous montre là, mais c'est juste pour vous dire que ça existe. Okay. Mais ce que j'aime beaucoup comme parent,
c'est que j'ai accès au dossier de Jasmine et je peux, là, c'est des liens cliquables. Ici, ils ne sont pas parce que c'est une capture d'écran, mais si je veux communiquer avec l'enseignant, bien, seulement en cliquant sur le nom de l'enseignant en question, bien, à ce moment-là, j'entre en contact direct avec celui-ci. Ah, OK. Fait que là, il va recevoir un courriel et ben, c'est là que le contact maison-école peut se faire et j'ai accès rapidement à tous les enseignants là, de ma fille dans ce cas-ci. Là. OK. OK. Donc, c'est vraiment cette voie-là. Puis comme tu as mentionné, Marius, c'est important de centraliser un nos communications. C'est pour ça que comme parent, tantôt, je vais vous présenter peut-être 3 questions que vous pourriez poser à l'école ou à poser à vos enseignants, mais ça en serait une question qui serait, entre autres, c'est quoi le moyen de communication? Si je suis un parent, moi, c'est quel moyen de communication qui va être privilégié au cours de l'année? Parce que j'aimerais ça pour être obligé d'aller vérifier mes courriels, d'aller vérifier le portail, d'aller vérifier classe, dojo, d'aller vérifier, etc. Donc, à ce moment-là, ben, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Je vous montre rapidement une autre application qui est Pluriportail, qui est un autre style. C'est encore un portail et ben, c'est juste un autre affichage, là, mais on retrouve sensiblement les mêmes choses. OK. Puis à chaque fois, donc là, ici, on a un exemple d'un horaire. À chaque fois, ce que j'aime, puis c'est là où je veux mettre l'emphase vraiment, là, c'est la possibilité de communiquer directement avec l'enseignant. Donc, s'il y a quelque chose, s'il y a un travail, un devoir qui n'a pas été fait, bien, ou qu'on a des questions à poser à l'enseignant, bien, c'est facile. On clique tout simplement sur envoyer un message et l'enseignant est avisé à ce moment-là. Moi, ce que je veux que vous reteniez de tout ça, puis en tout cas, Julien, je ne sais pas si ça va bien répondre à la question, mais c'est vraiment de questionner l'école à savoir, là, j'en arrive avec mon top 3, comme dirait Stéphane, des bonnes questions à poser. Là. S'il y avait un top 3 des bonnes questions à poser à l'école, ben moi, comme parent, je veux savoir c'est quoi le moyen de communication qui est à privilégier, comme je mentionnais tout à l'heure, pour ne pas être obligé de fouiller partout. Quand on est dans une période où il y a beaucoup de changements, où il y a beaucoup de communication à avoir entre l'école et les parents, c'est intéressant. Deuxièmement, puis pour avoir été enseignant aussi, je sais un peu ce que les parents veulent, bien, je poserais la question à l'école ou aux enseignants, à quelle fréquence je devrais recevoir de l'information, moi? Parce que des fois, après 2 semaines, il y a des parents qui sont inquiets s'ils n'ont rien reçu. D'autres, ça va aller après 1 mois. Mais donc, juste d'être au clair, à peu près après combien de temps je devrais recevoir de l'information, puis si j'en reçois pas, ben, je vais savoir quand est-ce commencer à m'inquiéter ou quand est-ce commencer à poser des questions. L'école. On a dépassé l'époque, Frédéric, de pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Oui. Hein, c'est pas ça, c'est pas ça l'idée. Ouais. Non, c'est ça. Je pense qu'on a on a des possibilités qui sont là, comme Julien le mentionnait. Le numérique favorise ça, donc il faut l'utiliser à bon escient. Ma troisième question, des fois, on a peur de déranger comme parent. Hein? On dit, je n'écrirai pas à soir, il va recevoir mon courriel à 8 heures du soir, ça va déranger l'enseignant, etc. Donc, des fois, l'enseignant, ça ne le dérange pas tant que ça. Fait que la question que je poserais à l'école, c'est est-ce qu'il y a des moments propices pour communiquer avec l'enseignant? Y a-t-il des moments que je devrais privilégier? Par exemple, je sais qu'il y en a qui vont téléphoner. Bien, des fois, le téléphone en cours de journée, surtout au primaire, pour les titulaires, bien, sont en classe. Fait que des fois, comme parents, on n'aura pas la réponse à ce moment-là. Fait que juste s'assurer que tout le monde est sur quel pied danser, je vais dire ça comme ça. Fait que, quand est-ce qu'on peut communiquer avec l'école puis que ça ne dérange pas? Des fois, il y a ça va être variable d'un enseignant à l'autre, mais au moins, on va le savoir. Donc, si je rappelle les questions, c'est quoi le moyen à privilégier? À quelle fréquence je devrais recevoir de l'information? Puis, à quel moment je peux communiquer avec vous si jamais j'ai des questions? Ouais. À ce moment-là, tout le monde sait un peu à quoi s'attendre. Fait
pour ce qui est de la communication école-famille, c'est un peu comme ça que je vois ça. Je pense que c'est important comme parent d'être au fait de ce qui se passe à l'école. Si on ne l'est pas, de poser des questions pour l'être, pour le devenir. Puis, ben, comme entre parents, ça dépend toujours de l'intention qu'on veut avoir. Peut-être que le fait de communiquer avec l'école, Julien, va répondre justement aux besoins que vous avez de votre côté. Mais sinon, je pense que peut-être la page Facebook, effectivement, de la fédération ou la page Facebook de l'école, peut-être, ou des médias comme ça pourraient être utilisés. Là. Si je peux me permettre aussi, Julien, je pense que c'est important de s'adresser aussi, puis Corinne Payne, la directrice de la Fédération, m'a envoyé un petit message pour communiquer ça. C'est important de s'adresser au conseil d'établissement de l'école, au CE de l'école, puis d'adresser vos demandes ou de faire en sorte que le CE est au courant de ce que vous avez besoin. Puis après ça, eux peuvent faire monter ça dans les échelons. Mais c'est vraiment, selon ce qu'on me dit à l'oreille, c'est vraiment une des premières portes. Oui, il y a les médias sociaux qui peuvent être intéressants si l'école a une plateforme de médias sociaux active, mais une chose est certaine, c'est on doit et on peut s'adresser au CE de l'école. Là, on parle des intentions de communication totalement différentes. Ouais. Frédéric, ce que tu nous proposes, c'est vraiment la communication entre parents et enseignants pour l'enfant. Puis la question de Julien, je pense que c'était comment on fait pour se réseauter entre parents. Donc, par qui on doit passer pour avoir la possibilité de se parler entre parents. Donc là, c'est là que le conseil d'établissement, c'est la porte d'entrée, en tout cas principale, porte formelle. Ouais. Merci d'avoir répondu. C'est sûr que ma question, c'est effectivement plus réseautage entre parents. Puis, effectivement, j'ai été au conseil d'établissement, mais ça, c'est plus mon histoire personnelle. Puis c'est eux qui m'ont renvoyé vers vous. Donc, OK. C'est un peu pour ça que j'amenais le point parce que j'avais l'impression peut-être que vous pouviez, entre guillemets, par votre poids d'influence, soulever cet enjeu-là dans du développement des applications qui sont en cours afin d'inclure ça dans vraiment avoir une expérience qui tire vraiment bénéfice de tout le monde, dont les parents qui sont des acteurs importants, puis qu'entre nous, on s'entraide les parents, puis ça vaut la peine. Donc, je pense de pas négliger ce lien-là, c'est important. Ouais. Puis, je vais mettre à l'écran, en fait, Mathieu va mettre à l'écran la diapo suivante, qui est les contacts de Marie-Hélène Talon, qui est la responsable des services conseils à la FCPQ. Cette personne-là est une personne ressource très importante au niveau de la Fédération des comités de parents du Québec. Puis peut-être en s'adressant à Marie-Hélène, toute l'équipe de la Fédération des comités de parents va être en mesure de vous soutenir davantage, vous donner des trucs, vous aider à vraiment aller vers les bons chemins, frapper à la bonne porte. Ouais. Donc, Marie-Hélène est une des personnes à contacter dès ce soir, si tu veux. Puis, je pense que c'est vraiment un beau chemin pour aller chercher l'information que tu cherches. service-conseil@fcpq.qc.ca. Donc, c'est un courriel. Puis, ça fait grand plaisir, Julien. Vraiment. Vraiment. Donc, par rapport à ça, tu as tellement soulevé des bons points, des bonnes questions, Fred. Puis, il y a toute l'idée de quelle est la stratégie harmonisée de l'école de communication entre l'école et la famille. Tu nous as donné un exemple avec Mosaïque Portail. Selon le centre de services scolaires, les centres de services font des choix. Les écoles font des choix également. Puis les enseignants aussi font des choix en salle de classe, parfois qui ne sont pas harmonisés partout. On essaie de donner de la liberté créative et pédagogique dans tout ça, parce qu'on découvre tout le monde le numérique en même temps. Donc, c'est tellement des belles questions que tu nous proposes. C'est quoi la stratégie de l'école? Qu'est-ce qui va être pareil pour tout le monde? Puis, c'est quoi les différences selon les enseignants? Parce que ça aussi, ça a sa place. Et puis, pour l'innovation pédagogique et tout ça. Donc, c'est le fun d'entendre ça. Ces différentes portes d'entrée-là. Puis, comme parent, je me dis, c'est important de savoir que c'est quoi le nom de l'outil qui est utilisé par l'école et les enseignants de mes enfants. Puis, est-ce que je peux recevoir ces notifications-là? Comme ça, l'information vient à moi. Tu sais, puis à quelle fréquence? Moi, de mon côté, c'est Google Classroom. Chaque jour, à la fin de la journée, j'ai une notification vers 16 h pour mes 2 enfants qui me disent ce qui se passe. Je n'ai pas besoin d'aller voir. Je suis inscrit, j'ai fait le geste actif une fois et je reçois l'information.
Et si j'ai besoin de plus d'informations, mais je connais les autres chemins à emprunter pour avoir plus d'informations. Donc, c'est de toute beauté. Puis on avait une discussion la semaine dernière entre éducateurs là, d'un peu partout au Québec, puis on parlait de conciliation école-famille. Puis c'est ressorti que c'est important d'inclure la famille, d'inclure les parents. Il faut que les parents soient au courant de ce qui se passe à l'école. Il faut que les parents aient des contacts avec l'école, rentrent en communication, mais en même temps, il ne faut pas surcharger ou inonder les parents d'informations parce que quand c'est trop, c'est comme passé. Ouais. Donc, c'est important de bien cibler, bien centraliser et c'est ça, d'être vraiment au fait de comment on va communiquer efficacement pour qu'en bout de ligne, c'est l'enfant là, qui va en bénéficier parce que ça va être clair pour tout le monde. Puis, il n'y aura pas de malentendu. Ça me fait penser à une petite parenthèse qui a été abordée la dernière fois, je pense qu'il y a 2 semaines, dans le webinaire La communication. Je repartage pour les personnes qui étaient peut-être pas présentes avec nous, puis en lien avec les questions que tu as nommées, Frédéric, faut pas hésiter à aller vers l'école parce que Julien aussi l'a mentionné, les parents sont des alliés tellement importants, mais il faut pas hésiter à poser ces questions. Puis même si c'est un courriel de 20 heures, des fois il y a un petit mémo en bas du courriel. Il est tard, mais vous me répondrez pendant vos heures de travail. Oui. Donc, c'est des fois des petites attentions qui font du bien à l'autre personne au bout du fil. Absolument. Puis ça démontre qu'on a le souci de l'autre qui reçoit ce message-là. Parce que parfois, ces messages-là sont envoyés automatiquement parce qu'on programme ça ou c'est automatisé aussi. On n'a pas choisi à quelle heure. Donc, d'ajouter ces signatures-là pour que les gens comprennent qu'on ne s'attend pas à une réponse présentement. Là, on peut décrocher. Me répondre plus tard. il y a toute la dimension de l'empathie derrière ça dans la communication. Vous disiez tantôt au primaire, c'est le cas dans plusieurs milieux aussi, mais au primaire, on est en classe le jour, donc si je veux appeler l'enseignante, il faut d'abord que je prenne rendez-vous avec l'enseignante. J'envoie un courriel, je demande pour un rendez-vous, on trouve un temps qui est opportun pour les deux. Ensuite de ça, on peut se parler. C'est pas comme appeler au resto pour une commande pour apporter. Donc, ça demande de l'empathie puis de comprendre la réalité de tout le monde dans tout ça. Puis le numérique est à notre service dans tout ça, mais c'est le facteur humain qui fait que ça devient efficace et agréable aussi pour tout le monde. C'est comme parents, des fois, on a un travail plus de bureau où on est assis devant notre ordinateur, où on travaille, où on a accès à nos courriels continuellement. Donc, d'envoyer un courriel, on s'attend des fois à une réponse rapide, mais des fois, les profs, dans leur réalité, ils prennent leur courriel le matin en arrivant, sur l'heure du midi quand ils ont le temps, mais le reste de la journée, ils n'ont juste pas le temps de s'asseoir. Donc, s'ils prennent leur courriel jusqu'à 8 heures, puis on envoie un courriel à 8h15, ça se peut qu'on n'ait pas de réponse avant le lendemain à 8 heures. Puis c'est pas une mauvaise intention du prof non plus, mais je pense qu'en posant la 3e question de Fred, qui est « c'est quand le meilleur moment de communiquer avec vous », ça peut éclaircir puis juste clarifier ces attentes-là qu'on a les uns envers les autres. On se rappelle qu'on est tous des humains, puis on communique tous ensemble. Donc, voilà, je vais faire cet ajout. Bien, c'est le fun, le télétravail, puis la dimension numérique, puis notre façon de gérer notre emploi du temps, tout le monde. Je pense que cette année, plus que jamais, les gens sont en train d'explorer puis de trouver les meilleures façons d'utiliser leur temps. Puis souvent, on va utiliser des blocs de temps pour être efficace, où on va se dire, bien, dans tel bloc de temps, bien, je vais faire mes courriels, je vais les prendre, mes courriels. Donc, je ne suis pas constamment en train de prendre mes courriels pour demeurer efficace. Comme travailleur. Je me dis à l'école, c'est peut-être la même chose. Les enseignants, peut-être qu'ils se disent, OK, pour être efficace, pour être capable d'être pleinement présent avec les enfants qui sont devant moi, mes courriels, je vais les prendre de 3 à 4 ou de 7 à 8 le soir. Donc, je ne suis pas constamment en train de les prendre. Donc, tout ça, quand on a conscience de ça, que les gens ont des systèmes. On se donne des systèmes pour travailler, pour être efficace. Donc, ça explique peut-être pourquoi certains, quand on écrit le vendredi, répondent le lundi matin. Parce que c'est le week-end. D'autres disent, non, moi, c'est pas grave, moi, j'aime mieux répondre tout le temps parce que j'aime mieux gérer mes courriels comme ça, donc je réponds tout le temps. Il y a une dimension personnelle là-dedans, des préférences personnelles dans les façons de faire. Il faut comprendre qu'il n'y a pas de façon commune de le faire parce qu'en 2021, s'il y en avait une, on le saurait, puis tout le monde l'appliquerait.
Donc, c'est vraiment, il y a des préférences personnelles dans tout ça. Donc, ça aussi, c'est important de le considérer. Oui. Hey, on aborde des choses quand même intéressantes. Hein? Oui. Ouais, je ne pensais pas d'aborder ces choses-là dans cet angle-là ce soir. C'est vraiment intéressant. Avant de se lancer dans le prochain petit bout de contenu, Oui. est-ce qu'il y aurait, on vous relance la balle, est-ce qu'il y a d'autres questions qui vous viennent, qui sont au bout de vos lèvres, que vous aimeriez poser en direct dans le Zoom ou sur Facebook? Je vois qu'il y a une question de Carmen. Connaissez-vous s'il y a un logiciel qui pourrait être installé qui enlèverait les notifications régulièrement pour aviser l'utilisateur de prévoir du temps de repos pour les yeux? Gestion des notifications. Christelle ou Fred, moi j'ai ma manière, mais j'aimerais ça vous entendre là-dessus parce qu'on parle de communication depuis un bon moment. On parle de s'inscrire à Classroom, Classe Dojo, M-Parents, tout ça. Donc, plein de façons de recevoir et de se faire encore un peu inonder de notifications et de courriels. Comment on gère ça, les notifications? Y a-t-il des applications qui nous permettent de gérer ça pour nous donner un break? C'est quoi vos in là-dessus, si vous me permettez l'expression? Puis il y avait aussi l'angle dans la question de la dame, je pense que Carmen sur Facebook, je pense que c'était dans l'idée de, pour faire certain qu'à tous les temps de temps, je prenne une pause d'écran. Est-ce que je peux m'envoyer des notifications à moi-même pour, OK, c'est vrai, ça fait 50 minutes, il faut que je décroche, il faut que je fasse autre chose. Là. C'est tellement une bonne question et Stéphane, tu as commencé à l'aborder en mentionnant, je crois que c'est très différent d'une personne à l'autre. Il y a 2 semaines, on a fait un petit clin d'œil aux notifications qu'on reçoit, tellement important de communiquer dans un premier temps, que les parents soient informés ou qu'on reçoive des nouvelles de, peu importe, nos enfants ou même tous nos abonnements, puis qu'on reste informés. Personnellement, moi, j'élimine toute notification visuelle ou sonore qui n'est pas essentielle. Puis quand c'est le temps alloué à aller voir qu'est-ce que je dois faire de la veille, il faut que j'aille sur Twitter pour vérifier s'il y a des nouveautés. J'ouvre l'application et j'ai quand même ma petite notification qui me dit 17 messages non lus. Mais ça va se gérer dans les paramètres de mon téléphone. Puis d'un autre côté, l'autre aspect de la question, je suis une personne qui a absolument besoin de se faire rappeler de prendre des pauses. Et pour faire ça, je me mets des alarmes sur mon téléphone. Je me mets un rappel, lève-toi. Et je le fais, puis j'en ai besoin. Puis des fois, je le mets, c'est régulier tout au long de ma semaine. Mais des fois, je le change pour en mettre plus ou pour en mettre moins parce que je veux pas que ça sonne pendant une rencontre, par exemple. Ouais. Ça, de mon côté, c'est comme ça que ça se passe. Il y a aussi, je crois, nativement dans le iPhone, au niveau de la gestion du temps d'écran, des réglages qu'on peut ajuster pour avoir des petites notifications qui disent « Hey, ça fait assez longtemps que tu regardes ton téléphone ». C'est natif, il n'y a pas besoin d'application comme telle. On peut aller directement dans les réglages pour ajuster ça, donc dans les paramètres généraux, puis dans gestion du temps d'écran ou temps d'écran tout simplement. Donc ça, c'est un endroit, si vous avez un iPhone. Je ne sais pas, sur Android, il y a sûrement exactement la même chose qui est disponible. Même si vous avez un Mac ou je pense même un PC maintenant, c'est rendu dans les dernières mises à jour de logiciels, c'est intégré. On peut activer cette gestion du temps d'écran où il y a une notification qui dit « OK, c'est assez ». On peut régler après X nombre de temps, X nombre d'heures. Il n'y a pas d'application externe nécessairement à installer pour être capable de faire ça. Si je comprends mieux, Carmen, votre question. Donc, oui, les machines maintenant, de façon native, ont ces options-là. Puis il y a aussi la possibilité, Stéphane, de placer à l'agenda un moment où on se dit, bon, ben, pendant ces 15-20 minutes-là, je vais prendre l'air, je marche, je fais pas rien, là, tu sais. Fait qu'on le place à l'agenda, on reçoit un message, hey, c'est le temps que tu arrêtes, puis tu décroches, je vais marcher. Ouais. Mais moi, j'ai entendu ce que vous avez dit, puis je ne suis pas un super bon exemple pour expliquer comment bloquer les notifications. Je suis assez drastique. Moi, je ferme le téléphone, fait que c'est ça. Des fois, je manque des appels. Ouais. Ce que j'aime derrière cette question-là, dans le fond, bien, il y a comme 2 questions qui me viennent à l'esprit. C'est est-ce que je sens présentement, dans mon utilisation du numérique, est-ce que je sens que je suis au service du numérique ou est-ce que le numérique est à mon service? C'est ce qui compte pour moi. Puis, quels sont les protocoles ou les stratégies que je peux utiliser pour justement combattre le fait que le numérique
est comme conçu pour me garder attentif là. Donc, est-ce que c'est un post-it sur le mur, c'est une notification, une alarme, un réglage, peu importe, je pense qu'il faut l'essayer, expérimenter, voir ce qui fonctionne. Mais dans le fond, ce qu'on veut dans tout ça, c'est de garder le contrôle de notre emploi du temps puis de voir qu'est-ce qui est le mieux à notre service, ce qui est le meilleur pour nous, pour notre bien-être. Puis Christelle, tantôt, t'en parlais même pour nos enfants, là. Donc, les stratégies pour prendre soin du bien-être de nos enfants, bien, s'appliquent à nous également. Que ce soit de la posture, l'environnement de travail, la durée. J'ai besoin d'un verre d'eau à toutes les heures, ou de me lever, ou de bouger, ou respirer, faire autre chose, là. Donc, tout ça, là. Reposer les yeux, comme disait Carmen. Peu importe l'intention, c'est qu'il y a des... Le numérique est fait, programmé, organisé, les réseaux sociaux, les jeux, ainsi de suite. C'est organisé, programmé pour nous garder accrochés. Ouais, c'est ça. Donc, je pense que c'est important de s'autoréguler en tant que parent, en tant qu'adulte, en tant que modèle, pour amener ça, puis faire transposer ces valeurs-là à nos enfants, parce que ils nous regardent, hein? Puis même si on leur dit « lâche ton téléphone », s'ils nous voient avec le nôtre, c'est pas super gagnant. Ouais. Donc, je pense que ce qu'on fait, puis ce qu'on modélise, puis tu en as parlé tantôt, je pense, Christelle, ou je pense que les deux, vous en avez parlé, l'idée d'être un modèle auprès des jeunes, c'est vraiment super important dans l'utilisation du numérique. Tu sais. Ouais. Quand on regarde la télé, des fois, on est avec nos appareils mobiles autour de la table, tout ça. Tu sais, les moments clés du développement des relations avec nos jeunes, je pense que c'est important d'être modèle. Et je rappelle, parce que ça me parle tellement, cette réalité-là, parce qu'on vit avec le numérique, tout le monde. Comme père de famille, combien de fois j'ai dit à mes enfants, OK, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas d'appareil de telle heure à telle heure. Et puis, j'avais omis de dire, mais qu'est-ce qu'il y avait s'il n'y avait pas d'écran? C'était à moi d'organiser soit un souper ensemble, où on jase, soit faire la vaisselle ensemble, soit passer du temps ensemble, pas d'écran, puis combattre ensemble le fait qu'on n'a pas notre cell avec la pastille qui dit combien il y a de notifications, même si les notifications sont à notre service parfois, à d'autres moments, ils nous privent du temps en famille ou du temps avec notre conjoint, notre conjointe. Donc, je me dis, cette gestion-là, ça se fait en gang, en famille. Je pense qu'avec le dialogue, comme je disais tantôt, moi, c'est ce qui m'aide le plus à avancer comme personne, mais aussi comme père de famille. Donc, je vous le partage. En toute humilité, je n'ai pas trouvé la réponse parfaite encore. Si vous êtes un petit peu plus, je vais dire, techie ou tech-savvy, si vous me permettez l'expression, il y a un beau commentaire d'Annie McClure dans Facebook. Elle dit « Vous pouvez programmer ce genre de notification ou autre sur IFTTT, If This Then That ». C'est une petite application qui vous permet de essentiellement programmer n'importe quoi sur n'importe quel appareil. C'est une suite de conditions. T'sais, s'il se passe telle chose sur mon téléphone, alors fais telle autre chose. Donc, on peut programmer ça ou automatiser certaines opérations d'un ordinateur ou d'un appareil mobile. Donc, If This Then That, IFTTT. Super belle suggestion d'application via Facebook. Puis elle a ajouté plus loin dans un autre commentaire, oublier son cell sur le bureau pendant notre pause, c'est la manière vintage d'y arriver. J'aime ça. Oui, oui. Excellent. Hey, je laisse les parents peut-être réfléchir aux prochaines questions, aux choses parce que c'est notre dernier webinaire présentement jusqu'au congrès virtuel de la FCPQ où on va reparler numérique. C'est le dernier webinaire de prévu présentement. On va se revoir juste dans 7 semaines à peu près, là, qui va nous amener tout près de la fin de l'année. Il y a encore le temps d'agir, il y a encore des choses à mettre en place. On arrive dans le dernier droit de l'année où c'est plus difficile de garder les élèves engagés et motivés, surtout dans le contexte actuel. Donc, c'est important, les routines, puis de garder l'engagement, puis le pourquoi on fait tout ça avec nos enfants jusqu'à la fin de l'année, même si le printemps est arrivé, ça fait du bien. Donc, pensez aux questions que vous aimeriez peut-être aborder avec nous. On parle du numérique en éducation, puis comment appuyer nos enfants dans leur parcours scolaire, mais dans leur vie, parce que le parcours scolaire se fait beaucoup à la maison. Donc, pensez à ça, parce que je pense que M. Hunter a des belles choses en lien avec le numérique à nous présenter, à nous partager, qui vont nous éclairer, j'en suis sûr. On va retourner à l'aspect un peu plus technique de la chose. Puis j'aurais quelques petites informations au niveau de ce que j'appelle ou de ce qu'on appelle la littératie numérique. Il y a des choses qu'on doit savoir. L'Internet évolue, les réseaux évoluent, puis il y a des choses qui changent, puis
on dirait qu'il faut qu'on sache ça, mais il n'y a pas personne qui nous l'a vraiment dit. Donc, je vous partage quelques idées pour peut-être vous familiariser un petit peu, mais aussi vous donner peut-être confiance dans votre utilisation de l'Internet en général. Si on peut afficher la prochaine diapo. Tout le monde sait c'est quoi cette icône-là. C'est un beau vieux floppy disk des années 90. C'était une disquette pour enregistrer dessus, mais quand on voit ça dans un logiciel, on sait automatiquement, c'est rendu dans le fond, incarné, là, intégré. On clique là-dessus et ça sauvegarde le document. Mais si vous regardez les nouvelles applications aujourd'hui, il n'est plus là ce bouton-là. Pourquoi? Parce que la majorité des applications sur le web présentement enregistrent tout seul. Ça enregistre tout seul et ça garde une historique de révision. Je ne sais pas si vous saviez, mais quand quand vos enfants font des travaux, on peut toujours retourner en arrière, on peut toujours voir les différentes choses qui se sont passées et s'ils sont en collaboration, on peut voir qui a fait quoi dans le document. Chacun des enseignants a accès à ça. Vous, si vous vous connectez dans un document, mettons un devoir en équipe ou autre que votre enfant fait, vous avez accès à voir qui a fait quoi dans le document. Donc, si c'est un travail d'équipe, puis votre enfant vous dit « j'ai tout fait tout seul, l'autre n'a rien fait », tu sais, là, des affaires de même, on a accès à ça maintenant, c'est natif, on n'a rien besoin de faire, il faut juste aller dans « Fichier », voir l'historique des révisions, et voilà, on a toutes les modifications qui ont été faites depuis la création du document. Donc, le bouton « Save », là, le bouton de la disquette, il n'est plus là, il n'existe plus, en tout cas en grande partie dans ce qu'on utilise. C'est quand même une bonne chose parce que c'est une avant, très bonne chose. Je me souviens, dans le temps, tu travailles fort, puis tu oublies de cliquer sur le petit bouton, puis ça te coûte cher. Oui, ça coûte bien du temps. Ah oui, il faut recommencer. Ouais. J'aimerais ça vous présenter un autre icône qui est peut-être plus nouveau. Cette icône-là des 3 petits points, ça, sans que vous le sachiez, il faudrait savoir automatiquement que quand on voit 3 petits points comme ça, c'est les options d'une page. Si on est sur un site web, si on est dans une application, quand on voit 3 petits points, un par-dessus l'autre comme ça, c'est le bouton qui dit « Allez voir, cliquez là-dessus », c'est les boutons pour les options. Le prochain, et je vais faire une petite récapitulation à la fin, le prochain, c'est celui-là. Donc, on a 9 boutons. Là, les 3 pitons, c'était les options d'un site web. Mais quand on en a 9 comme ça, puis on va surtout voir ça dans l'univers de Google, c'est ce qu'on appelle le waffle ou la gaufre. Anciennement, les boutons étaient carrés. Là, ils sont rendus ronds parce que, je ne sais pas, ils changent de design sans nous le dire. Mais Christelle en a parlé un petit peu la dernière fois. À chaque fois que vous êtes dans Google Chrome ou dans un environnement Google, en haut à droite de votre écran, vous allez voir les 9 petits ronds comme ça. Et quand on clique là-dessus, ça nous donne accès aux applications de Google. Donc, un petit bouton, il n'y a rien en nulle part qui nous dit c'est quoi. Il faut aller cliquer dessus pour voir c'est quoi. Donc, les 9 petits points, c'est les applications de Google. Prochain bouton, c'est les 3 barres de même. Mais là, on appelle ça, ou on lui a donné un nom avec le temps, c'est le hamburger. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, là, mais en tout cas, ça a l'air d'un hamburger. L'idée de ce bouton-là, c'est quand on clique là-dessus, où on voit ces 3 barres-là en quelque part, c'est le bouton du menu. Donc, souvent, on va voir sur les appareils mobiles ou sur les appareils, même dans les sites web, plein écran sur un ordinateur, on ne verra plus les noms classiques des menus. On va voir ce petit hamburger en haut à droite, en haut à gauche ou en quelque part. Il faut le chercher. Donc, on clique sur le hamburger pour avoir accès au menu. Il faut le savoir. Puis, malheureusement, c'est une évolution de cette littératie. Il y a des nouveaux boutons qui apparaissent qu'on n'a jamais... on n'a pas été mis au courant de ça, mais je pense que c'est important de les partager. Quand vous voyez ce bouton-là, où c'est une petite guire ou un petit engrenage, l'engrenage, c'est les paramètres. Si on veut, par exemple, si on est dans un environnement comme Gmail, ou en fait, dans n'importe quel environnement, quand on voit le petit engrenage, c'est pour aller souvent utiliser ou changer les paramètres de notre compte ou les paramètres de la page dans laquelle on est. Donc, les 3 petits boutons de tantôt, c'était les options. Donc, si on a des options dans la page, mais l'engrenage, c'est pour les paramètres comme tels. Avant, ce qu'on avait, c'était un bouton qui disait « paramètres ». Maintenant, c'est un engrenage. Il faut le savoir. La prochaine diapo, c'est différentes compagnies qui ont sorti différents icônes pour... Ça veut dire toute la même chose. Si on veut l'afficher, c'est le bouton « Partager ». Maintenant, si on regarde en haut, c'est plus dans l'environnement
YouTube ou Google. Ensuite de ça, en bas, à gauche, c'est plus l'environnement Apple. Dans le centre, c'est l'environnement Windows. Et en bas, à droite, c'est l'environnement Android. Mais tous ces boutons-là, ils veulent dire la même chose. J'ai un document, je veux l'envoyer à quelqu'un. Trouvez un de ces 6 boutons-là, puis vous allez être capable de partager ce document-là à quelqu'un. Il faut le savoir. Donc, il y a plein de façons de dire la même chose dans cette nouvelle littératie numérique. Malheureusement, il faut aller cliquer dessus pour voir qu'est-ce qui se passe. Je vous en ai donné 5 exemples ce soir, mais votre meilleur allié, si je peux me permettre, ça va être votre observation. Lorsque vous êtes devant un écran, puis maintenant, lorsqu'on va sur Internet ou on est dans un logiciel, les mots sont de moins en moins présents. On voit toutes des petits icônes ou des petits boutons comme ça. Il faut aller explorer, il faut aller cliquer dessus, mais notre plus grand allié, si je peux me permettre, ça va être votre observation. Un petit test d'observation. Si je peux me permettre de vous montrer cette page-là, tout le monde la connaît. Si vous regardez en haut à droite, vous allez voir le petit waffle, les 9 petits points. Mais si je me permets, tout le monde a déjà tapé dans la barre de recherche qui est l'Omnibox qu'on voit ici. Tout le monde a déjà tapé là-dedans. Mais si on aiguise un petit peu notre sens de l'observation, est-ce qu'il y en a beaucoup parmi vous qui avaient remarqué qu'il y avait un micro à droite de la barre d'outils? Ce micro-là, ce qu'il nous permet de faire, c'est de parler à Google au lieu de taper dans Google. Donc, à chaque fois que vous êtes sur un ordinateur où il y a un micro d'installer, vous pouvez cliquer sur le micro dans la barre d'outils et simplement dire ce que vous voulez chercher et l'ordinateur va faire cette recherche-là. Qui est Stéphane Hunter? Oui, le seul et unique. C'est juste pour vous démontrer, je suis sûr, parmi vous, il y en a beaucoup qui n'avaient jamais remarqué ce micro-là dans la barre d'outils de Google. Et pourtant, il est là depuis plusieurs années. Donc, je pense qu'une des clés du succès, ça va être vraiment de travailler notre observation quand on est dans ces nouveaux environnements numériques-là. Les choses changent, on ne vous le dit pas, il faut les apprendre, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'aller cliquer parce que, je vous le jure, il n'y a pas un site web qui va vous manger la main lorsque vous cliquez dessus avec votre souris. Puis je pense qu'au niveau de la littératie, il y a plein de choses qui changent. Puis je voulais juste prendre quelques minutes pour vous montrer certains aspects à prendre en considération lorsque vous êtes sur le web et vous naviguez dans différents contextes. Il y a des boutons maintenant qui existent et qui ne changent pas tellement. Autre chose que j'aimerais juste faire une petite parenthèse, on en a parlé beaucoup, c'est les questions. Les questions qu'on pose à notre enfant, les questions qu'on peut poser à nos profs, les questions qu'on peut poser aux profs de notre enfant, à la direction. Marius t'en a parlé dans les webinaires. Poser des questions, ce n'est pas un signe d'être fatigant, c'est un signe d'engagement de la part des parents. Ouais. Mais j'aimerais ça aborder un sujet où je pense que j'en ai même parlé au dernier webinaire, de poser des questions auxquelles les gens vont être heureux de répondre. Les enfants, là. Les enfants. Tu sais, si on pose des questions à notre enfant, on peut-tu lui poser des questions auxquelles ils vont être contents de répondre? Puis ça, là, c'est un art d'être capable de poser des bonnes questions. Je vous raconte une petite anecdote. Je dis souvent ça dans mes conférences aux parents, tu sais, poser des questions auxquelles ils vont être heureux de répondre. Puis quand je dis ça, j'affiche la diapo suivante. C'est une madame avec des points d'interrogation. J'affiche cette diapo-là, puis je dis poser des questions auxquelles ils vont être heureux de répondre. Et là, du tac au tac, un parent me dit, il lève sa main, il dit, dis-moi donc, Stéphane, il dit, pourquoi tu as choisi d'utiliser, dans le fond, cette photo-là de la madame? Fait que là, moi, je commence à réfléchir, puis je dis, bien, je la trouvais super intéressante, tu sais, la madame est vraiment en mode questionnement, les questions autour, les points d'interrogation, je trouvais ça vraiment intéressant comme image, tu sais. Puis là, moi, je me posais des questions, puis j'ai finalement dit, pourquoi est-ce que vous me posez cette question-là? Bien, il me répond du tac au tac, bien, parce que je savais que tu allais être content d'y répondre. Tu sais. Fait que, en pleine conférence, devant un paquet de gens, je me suis fait avoir à mon propre jeu. Le père de famille qui était là m'a posé une question sans que je m'en rende compte, à laquelle j'aurais eu envie de répondre. Et c'est juste pour vous démontrer des fois que l'art de poser des questions, c'est vraiment, je vais appeler ça un art. Donc, en pleine conférence, de me faire dire ça, de me faire poser une question comme ça, moi, j'ai adoré ça, répondre à la question. Mais quand vous êtes avec vos enfants, si vous êtes capable de trouver ces petites failles-là dans la discussion pour poser une belle et une bonne question que votre enfant va être heureux de répondre, mais je pense que ça va juste être bénéfique pour vous et la communication. Donc, c'est les deux choses que je voulais partager. L'idée de
de se rendre à l'aise avec la littératie ou la nouvelle littératie et que votre sens de l'observation, c'est votre plus grand allié pour la navigation sur le web et dans les applications. Et l'idée de poser des bonnes questions, mais surtout des questions auxquelles les gens vont être heureux de répondre. Je pense que c'est les 2 points que je voulais partager avec vous ce soir. Mm-hmm. Et des questions de curiosité. Authentique. Oui, curiosité. Ouais. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui avaient des questions ou des commentaires par rapport à ce que je viens de partager. Peut-être des choses que vous vivez sur Internet, sur le web, que vous dites « Moses, c'était pas de même avant. Comment est-ce qu'on peut mieux interagir? Comment est-ce qu'il y a des affaires que je ne comprends pas, que je comprenais? » Tu sais, peut-être soit dans Facebook ou dans le Zoom, tu sais, poser ce genre de questions-là. Ça serait le fun d'élaborer ça ou de parler de cette nouvelle réalité d'Internet qui évolue. Oui. On n'oubliera pas non plus la question de Marie-Ève de 2 semaines passées sur les applications. Marie-Ève, garantie, on va revenir là-dessus aussi. C'est noté. Marie-Ève a dit « Je suis prête pour un Kahoot ». Oui. Oui, Kahoot qui est une belle application pour justement faire des quiz ou des jeux questionnaires. Sûrement que vos enfants vous en ont déjà fait ou vous en ont déjà parlé. Il y a beaucoup de profs qui utilisent Kahoot maintenant. Carmen sur Facebook qui nous dit « Super conseil, merci. » Merci à vous d'être là dans Facebook. Merci de prendre le temps de commenter. Annie aussi, Corinne, de commenter et de partager aussi vos questions. C'est vraiment agréable. Ensemble, on en a des réponses. Ensemble, on a des questions. Puis je sens qu'on avance. On amène beaucoup de clarté sur ce que ça implique, le numérique, parce que quand je regarde la question qui est le thème de notre soirée, qu'est-ce que les parents ont besoin de savoir au sujet du numérique pour appuyer leurs enfants? Il y a plein de choses qui sont numériques. Il y a plein de choses qui ne sont pas numériques, mais qui tiennent compte du numérique. Il y a l'humain derrière tout ça. Il y a des préférences personnelles, il y a des systèmes. Puis il y a l'idée que ça change. Hein? Tu présentais tes icônes, bien, ça évolue, ça change, on est en mouvement. Fait que tu sais, c'est... Ça peut sembler simple de parler d'icônes, Ouais. mais c'est tellement frustrant quand on savait oui. comment ça fonctionne, puis là, soudainement, on ne le sait plus, on ne se retrouve plus. Ouais. C'est vraiment difficile, puis je pense que tout le monde a déjà vécu cette frustration-là, de dire « Ah, il y a une mise à jour, puis je ne sais plus où est-ce que je me retrouve. » C'est pas évident, puis je pense qu'il faut le souligner. Absolument. Et Stéphane et Marius, je peux faire juste un petit lien avec ce que vous avez dit. Pas hésiter à poser des questions justement à nos enfants. Souvent, les icônes que nous, on ne connaît pas, eux, ils vont les connaître. Puis, c'est valorisant pour eux aussi. Donc, d'être capable d'expliquer à son père, à sa mère, comment ça marche, c'est quoi le hamburger, hein? Mm-hmm. Ça peut être intéressant, justement, ça amène justement une discussion qu'on mentionnait tout à l'heure. Initier une discussion avec notre enfant, justement, c'est une belle occasion de le faire. Parce qu'eux, ils n'auront pas la crainte de cliquer sur les boutons. Ils vont tous les avoir essayés. C'est souvent ce qui se passe. Ouais. Tu me fais penser, en parlant des clics, j'étais sur le divan, on regardait la télé, puis ma fille me regarde, j'étais dans Instagram, je regardais mon fil d'actualité, puis là, je clique « J'aime » une des photos. Ma fille me dit « Pourquoi tu fais ça? » Ben, j'aime la photo. Elle dit « Oui, mais c'est parce que tu vises. Tu vises le cœur. Pourquoi tu ne cliques pas dans la photo 2 fois? » Tu sais, dans le fil. Donc, j'ai appris qu'il y avait une bonne manière d'aimer une photo dans Instagram. Il faut que tu cliques 2 fois sur la photo n'importe où. Comme ça, tu n'as pas besoin de viser. Si tu vises, c'est parce que tu es plus vieux. Avant ce partage, Marius, moi, j'allais faire du pouce avec ce que Stéphane disait par rapport aux icônes, mais oui. Avec cette parenthèse que tu as faite, tu as présenté plusieurs icônes, puis toute la littératie numérique, mais ça me fait penser à quel point Internet devient de plus en plus accessible. Mm-hmm. Puis le but derrière, mettre des petites images, des petits pictogrammes par-ci, par-là, tout le monde, en fait, en général, une fois qu'on sait que c'est quoi un micro, on va savoir qu'il sert à enregistrer la voix. Puis au final, c'est un petit peu dans le but de gagner de l'efficacité lorsqu'on comprend le tout. Je reviens à l'histoire d'Instagram. Est-ce que c'est peut-être plus efficace de double-cliquer dans le cœur au centre? Je ne sais pas. Mais c'est tout ça parce que c'est sûr, d'un point de vue adulte, c'est intéressant, mais quand je pense aux jeunes, les élèves, les apprenants aujourd'hui à l'école,
lorsqu'ils voient les icônes, ils comprennent. C'est beaucoup plus facile de comprendre ce que signifie une icône que de lire un mot si on est encore non-lecteur. Puis ça, c'est des jeunes ou des plus vieux qui sont non-lecteurs encore. Il y a un commentaire de Marie-Ève Turcotte qui est tellement à propos aussi. Donc, à propos de la recherche, Google ou autre, il y aurait beaucoup à enseigner à nos jeunes et aux adultes. Il y a dans Google, puis ça me fait rire parce qu'on parlait de ça dans notre préparation du webinaire, ça serait les prochaines étapes que moi, j'aimerais jaser. Tu sais, la recherche efficace dans Google. Quand on tape quelque chose, on pèse Enter, puis si ce n'est pas sa première page, on se dit « je trouve rien ». Combien de Je veux fois... changer mon projet de recherche. Ouais, combien de fois est-ce que vous avez vu vos jeunes dire « je trouve rien sur Internet ». Je veux changer mon projet, c'est pas intéressant, blablabla. Donc, il y a plein de façons de chercher sur Internet. Je n'ai pas de démo prête pour ça. Je vous inviterai à faire une petite recherche de votre côté et taper « opérateur de recherche » dans Google. Si vous tapez ce mot-clé-là, « opérateur de recherche », vous allez tomber sur à peu près une trentaine, je pense qu'il y en a 26 ou 30, différents opérateurs qui permettent dès la recherche, d'avoir une recherche beaucoup plus efficace. Je vais vous donner un exemple. Utilisez le signe moins. Donc, si vous cherchez, par exemple, le mot Titanic, il y a plein de recherches qui vont sortir par rapport au film Titanic. Mais si je veux rien savoir du film, je veux juste avoir des recherches par rapport au bateau comme tel, puis au naufrage, tout ça, je peux faire Titanic moins, donc le signe moins, film, puis ça va me donner les recherches sur le Titanic sans inclure les recherches avec le mot film. Donc, il y a plein de façons comme ça d'utiliser l'Omnibox de Google. La barre de recherche de Google est très intelligente. Il faut connaître ces petits trucs-là. Par exemple, un autre, c'est les guillemets. Donc, quand on écrit une expression et qu'on met des guillemets sur cette expression-là, Google va seulement nous sortir les sites qui ont l'entièreté de l'expression, pas juste les petits mots séparés. Donc, tu sais, des petites choses comme ça, lorsqu'on veut chercher dans Google pour être plus efficace, si vous faites juste une petite recherche très rapide, opérateur de recherche, vous allez avoir une liste. Puis, je vous recommande d'essayer ça avec vos enfants, de faire même des petits concours, essayer de trouver quelque chose plus vite que votre enfant dans Google, ça peut être vraiment intéressant. Je ferme la parenthèse sur ça. Merci, Marie-Ève, pour ton commentaire. Rechercher de l'information, retrouver l'information, la classer, l'organiser pour savoir comment la retrouver quand on va en avoir besoin, avoir des notifications pour être informé des choses qu'on sait qu'on va vouloir savoir sans qu'on soit activement en train de chercher ces choses-là. Tout ça, on enseigne ça graduellement aux enfants présentement dans les écoles. Il y a toutes sortes de cadres de compétences, d'outils, d'enseignants avec des véhicules variés qui sont en train d'enseigner ça à vos enfants. Puis on avance, on évolue. Les icônes évoluent en cours de route. La qualité des environnements virtuels évolue. La qualité du Wi-Fi évolue avec tout ça. Ouais. Puis je dirais que notre compréhension de ce qui se passe à l'autre bout d'Internet avec l'autre humain évolue avec le synchrone, asynchrone, l'empathie qui fait partie de tout ça. Les gens ne sont pas à l'autre bout d'Internet en train d'attendre qu'on fasse appel à eux. Donc, il y a des délais de réponse parfois. On apprend à vivre avec tout ça. Donc ça, ça fait partie de l'apprentissage. C'est la puissance du numérique. C'est la puissance qui est au bout de nos doigts. Puis j'aurais le goût peut-être de transitionner vers des choses plus légères, dans le sens des outils. Des outils, parce qu'il y avait la question de Marie-Ève qui parlait d'applications, de différentes utilités. Il y a différentes intentions. Puis on ouvre une boîte ici de différentes... Tu sais, on entre chez Canadian Tire, là, puis on regarde tout ce qu'il y a comme outil, puis y a-t-il des préférences? Y a-t-il une allée où tu aimes mieux aller, toi? Moi, c'est dans l'allée des sports ou dans l'allée des plats pour la cuisine. Il y en a d'autres qui veulent aller dans... Hein, on s'entend, là. Mais les préférences au niveau des applications, là, on parle ici en tant que parent pour appuyer nos enfants. Donc, est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas mentionnées qui seraient dignes de mention puis qui pourraient rejoindre peut-être la question de Marie-Ève qui nous parlait de différentes applications la dernière fois, comme QuickMath, NetMath, AlloProf et autres. Là. Ouais.
avant d'aller dans le détail de peut-être nos préférences personnelles puis en jaser, il y a 2 ressources super intéressantes et importantes à mentionner que la Fédération des comités de parents du Québec a mis sur pied. Oui. Premièrement, le site parents.québec, Wow. qui est une panoplie de partenaires et de ressources disponibles. Donc, si vous ne le connaissez pas, allez voir ça, parents.québec. Super facile, vous pouvez poser simplement une question, c'est quoi que je recherche? Puis il y a vraiment quelque chose un beau moteur de recherche qui se passe là, vraiment sympathique. Et le deuxième, c'est la plateforme de l'École ouverte. L'École ouverte a un portail de parents ou une section pour les parents, donc écoleouverte.ca. Vous pouvez aller cliquer sur Parents en haut à droite et vous allez avoir panoplie de ressources pour les parents, des liens, savoir si c'est gratuit ou payant. La majorité sont gratuites, là. Mais l'écoleouverte.ca ou écoleouverte.ca et parents.québec, 2 ressources que la Fédération des comités de parents a contribué grandement pour mettre sur pied. Donc, allez visiter ça. Ça va vraiment vous donner des ressources pour vous. Et évidemment, si vous voulez revoir les choses au niveau des ressources, esquadedu.ca/parents, je pense qu'il faut le mentionner. Donc, toutes les 10 diffusions qu'on a fait pour vous sont sur ce site web-là. Donc, avant d'aller plus loin, je voulais mentionner ça, mais au niveau des applications plus précises ou des ressources plus précises, j'aimerais ça vous entendre. Puis, s'il y a des parents dans le Zoom ou sur Facebook qui aimeraient contribuer, ça serait le fun de vous entendre aussi. Christelle, je te lance ça. La balle est à toi. Tes applications, je vais dire fétiches, pour que les parents puissent aider. C'était pas un bon mot, mais c'est pas grave. Vas-y, je t'écoute. Bien, je vais commencer par une ressource ou 2. Il y en a une qui a été mentionnée dans le commentaire, justement, de Marie-Ève, mais Alloprof, qui est tellement riche. Puis je pense que juste la semaine dernière, ils ont encore lancé une autre application pour cibler des notions particulières en français. C'est tellement riche ce qu'il y a sur Alloprof. Il y a une section élèves, mais il y a également une section parents. Je continue encore avec Alloprof. Il y a quelques jours, ils ont lancé une zone d'entraide. C'est un clavardage rapide. C'est comme un espace de réseautage pour les élèves et les étudiants. Et que ça, c'est quand même une ressource à ne pas négliger. Puis, Marius le disait au début, ça dépend tellement, c'est comme une boîte de Pandore, ça dépend tellement de l'intention puis de ce qu'on veut travailler par rapport aux applications. Moi, je privilégie beaucoup des applications de création. Je refais le lien avec ce que je disais plus tôt, le temps de qualité devant l'écran, mais c'est sûr que quand les enfants sont en train de créer quelque chose, ils travaillent leur créativité, ils travaillent des fois la résolution de problèmes. Donc, je recommanderais des applications comme Book Creator qui permet de créer des livres. Puis on s'entend, c'est pas la seule. Il y a des applications qui permettent de créer des cartes mentales, mais ça, c'est très bénéfique pour des jeunes qui ont besoin d'apprendre à organiser l'information. J'en nomme pas parce qu'il y en a vraiment énormément pour l'organisation. Nomme-en une, pour le fun. Juste une. Oui, c'est ça. Je veux dire, je vais peut-être quand même en nommer. Il y a Poplet qui est super simple. Sinon, MindMap ou MindMeister, je pense qu'il est encore plus simple. Mm-hmm. Et c'est beaucoup de ressources qui sont disponibles en ligne. Donc ça, c'est le fun parce que c'est une application, mais c'est aussi disponible en version en ligne. Donc, l'enfant, soit sur son téléphone, tablette ou à l'ordinateur, il a accès à ça. Je vais quand même glisser un petit mot par rapport à Scratch ou Scratch Junior pour faire de la programmation, mais c'est tout un monde quand on commence à apprendre à programmer en bloc. C'est une façon de communiquer aussi. Oui. Donc, je dis souvent que la programmation, c'est une des façons les plus intéressantes pour apprendre à penser. Parce que quand on programme, puis je pense que si vous êtes parent, même au primaire présentement, il y a beaucoup de profs qui commencent à utiliser la programmation. Puis d'avoir à dire à une machine chacune des étapes que la machine a besoin de faire pour arriver à un résultat, le niveau de réflexion souvent qu'on doit avoir pour être capable de mettre ça en étapes claires pour la machine, c'est tellement une façon d'organiser ses idées qui est intéressante. Puis je recommande, juste pour aider les jeunes à mieux réfléchir, je recommande d'utiliser la programmation dès un assez jeune âge. Puis avec Scratch Junior, ce que tu viens de dire, c'est vraiment sympathique d'utiliser la programmation très, très jeune. Stéphane, je ne peux pas m'empêcher d'ouvrir une parenthèse ou de poursuivre dans cette lignée-là parce que quand même,
un domaine que j'apprécie beaucoup, la programmation, puis pour l'avoir présenté à des enseignants dans le but qu'ils l'utilisent le plus possible avec les jeunes. Bien, effectivement, Christelle a parlé de Scratch Junior, mais j'ai mis dans le clavardage Ron Marco aussi, qui est une petite application qui permet justement de développer le raisonnement logique, donc de faire suivre un trajet à un personnage, puis c'est très accessible pour les non-initiés à la programmation, en fait, pour des débutants là, complètement. Puis vous pouvez même prendre la chance de l'essayer comme adulte, vous allez voir, vous allez y trouver du plaisir. Oui. Et il y en a plein, puis Christelle l'a mentionné, dans les applications, c'est vraiment l'intention qui va être derrière qui est importante. C'est sûr que nous, on va accompagner nos enfants quand on parle comme parents, donc on va essayer d'aider, mais avec les ressources que Christelle a déjà nommées, là, Allo Prof, j'ai mis des liens dans le clavardage. Là. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de possibilités. Puis, de ne pas hésiter peut-être même ça revient encore à la communication, mais à demander aux enseignants de vos enfants quelles seraient les applications à privilégier avec votre enfant à la maison. Puis ils vont sûrement avoir des belles suggestions à vous donner aussi. Non, tu avais juste le droit à 3 questions, Fred. Là, c'est une 4e, là, c'est comme... Ouais, ben là, je prends plus large vu que j'ai de l'électricité aujourd'hui. Oui. Ouais, c'est bon. Elle est bonne. Hey, par rapport aux ressources, je dois mentionner l'école branchée. Oui. Partenaire important, n'est-ce pas? Ces liens-là ont été partagés jusqu'à date là, dans Zoom et aussi dans Facebook. Donc, vous allez les voir, les différents partenaires. Et il y a Annie, c'est ça? Je veux pas... Annie McClure, qui parle aussi de Carrefour Éducation, Mieux enseigner également, qui sont d'autres partenaires. Il y a toutes sortes de partenaires où on peut trouver de l'information intéressante pour les parents. C'est clair. Il y a des applications aussi, c'est autre chose. Il y a des sites web, des ressources, mais aussi des applications qui peuvent nous aider dans le numérique. Mais voilà, je voulais juste amener cette nuance-là, cet ajout-là. Christelle, je pense que je t'ai coupé la parole. Il n'y a pas de souci. Moi, je pense à quelque chose d'essentiel par rapport... On parle de numérique. Oui. J'ai envie de dire, tu sais, les parents intéressés puis qui ont envie de donner un petit défi à leurs enfants, mais l'apprentissage du clavier. L'apprentissage du clavier qui peut faciliter beaucoup de choses, puis sans donner une méthode très drastique. Ça, c'est une autre chose importante. Pas forcément tomber dans, OK, il faut absolument que l'index soit sur cette touche et le majeur sur une touche à côté, mais juste le fait d'explorer le clavier, de reconnaître les différentes touches pour se l'approprier. C'est sûr, à partir d'un certain âge, mais tu sais, moi, j'ai vu des jeunes de première, deuxième année être très habiles avec le tout, puis je parle pas de rapidité non plus, c'est pas ce qui m'intéresse, tout l'aspect compétitif, mais juste comprendre comment ça fonctionne pour être efficace. Et Jean Chouinard, qui est un grand conseiller pédagogique au Québec, travaille beaucoup dans le domaine de l'adaptation scolaire. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'on tape avec 2 doigts, avec nos 5, nos 10 doigts sur les claviers. L'important, c'est que l'élève soit à l'aise et efficace dans tout ça. Ouais. Donc, moi, je pense aux enfants qui, des fois, ont le goût de faire des petits jeux de taper, mais des fois, ça prend des applications, mais aussi, on peut juste ouvrir un petit document Docs ou Word, puis écrire pour explorer le tout. Ça, c'est une activité très gagnante. Wow, tellement important ce que tu viens de dire là. Juste l'idée du doigté. Peu importe ce que c'est, de devenir efficace. Je peux dire une chose. Si vos enfants jouent un peu sur PC, les lettres A, S, D et W et J, K, L, I, ces touches-là, là, ils les connaissent en tabarouette parce que c'est les touches de mouvement des personnages dans les jeux. Ouais. Mais effectivement, de bien connaître. Puis je vois des fois... Pour appuyer ce que tu dis, Christelle, je vois des fois des textes qu'il n'y a pas d'accent ou la ponctuation n'est pas correcte. Puis là, tu dis, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais j'avais pas le bon clavier, je trouvais pas l'accent aigu puis les accents. Des fois, de revenir à la base puis de dire comment ça marche un ordinateur. Dans l'ordinateur, il y a des réglages pour ajuster la langue du clavier. Puis, tu sais, Alt, je me souviens plus c'est quoi? Alt 130 pour un accent aigu. Ça existait dans le temps, il fallait faire ça, effectivement. Mais maintenant, on peut simplement, avec 2 clics de souris, aller changer la langue du clavier pour avoir soudainement accès à nos accents. Ou il y a même des logiciels qui, à cause des réglages, changent la langue du clavier, la mettent en anglais tout seul. Ça vient des fois un petit peu fatigant.
Mais sachez que vous n'êtes pas obligé d'avoir un clavier physiquement anglais pour pouvoir taper en anglais ou un clavier physique français. La langue des claviers se change. Donc, c'est important de savoir ça aussi. Sur téléphone également. Sur téléphone également. Puis si vous utilisez la fonction vocale sur un téléphone, vous parlez français puis le clavier n'est pas en français, les tournures de phrases peuvent être quand même comiques. L'autocorrect, il ne marche pas bien. L'autocorrect, oui. Oui. Nathalie pose une bonne question par rapport à tout ce qu'on a mentionné précédemment, parce que je sais qu'on enchaîne, puis il nous reste 15 minutes. Est-ce qu'il existe des petites sessions de 45-60 minutes pour que les parents puissent essayer ces applications-là? Puis là, je pense qu'on parlait de la programmation, Nathalie, n'est-ce pas? Voulais-tu préciser ta question? Veux-tu prendre la parole? En fait, oui, sur la programmation, puis on mentionnait plusieurs logiciels qui sont intéressants avec lesquels nos enfants travaillent. Puis je me demandais s'il y avait des petites sessions qui étaient offertes par rapport aux parents, juste parce qu'on est continuellement des apprenants nous aussi. Oui. Donc, si on peut appuyer nos enfants de quelque façon, c'est ça. J'étais curieuse de la question s'il y avait des petites sessions qui étaient offertes. OK. Vous, dans vos services scolaires, Fred et Christelle, est-ce qu'il y a des formations ou des ressources offertes aux parents dans ce genre-là? Des chaînes YouTube ou des... Ouais. Bien, c'est sûr que pour les parents dédiés vraiment aux parents, je ne pourrais pas dire, mais je m'en allais mettre dans le clavardage, il va juste à le copier, je vais le mettre là. Ce qu'on propose en fait aux enseignants, c'est sûr que ça pourrait être utilisé pour les parents. De plus en plus, il va y avoir par exemple le récit. Le récit, un organisme qu'on fait partie, Christelle et moi, là, qui est comme un regroupement pour le numérique au Québec. Bien, il y a des récits disciplinaires. Là, j'ai mis dans le clavardage le récit MST pour les mathématiques et sciences. Bien, il y a beaucoup d'auto-formations dédiées aux enseignants, c'est certain, mais si des parents veulent faire les auto-formations pour être en mesure d'accompagner libre à eux, là, c'est vraiment accessible, c'est disponible sur Internet. Mais en allant sur le site du récit, en fait, il y aurait toutes les disciplines. Et il y a assurément des chaînes YouTube là, qui permettent actuellement d'approfondir en fait nos connaissances dans à peu près tout actuellement. Hein. Je pense que si vous avez tous des enfants, fait que vous devez les voir souvent sur YouTube. Des fois, ils ne sont pas juste en train de regarder des vidéos par rapport. Des fois, ils sont en train d'apprendre. Oui, puis on pourra peut-être, je ne sais pas s'il y a une place où on pourra déposer des liens plus tard, plus en détail, mais il y a effectivement des auto-formations là, qui peuvent être proposées. OK. Pendant que tu étais en train de nous parler de ça, il y a un nom d'organisme de bienfaillance qui m'est venu en tête, Kids Code Jeunesse. Oui. Puis j'ai placé le lien dans le Zoom, je vais aller le mettre dans Facebook, mais il y a un onglet parents là, que je n'ai pas exploré, mais s'il y a un onglet parents, le but, c'est de faire la promotion de ça et de soutenir pour que les enfants aient accès à ça. Donc, je me dis, c'est là. C'est complémentaire là, à ce que tu as proposé aussi. Là. Il y a aussi, si je peux me permettre, des meet-up de Scratch. Scratch Ed Meetup. Je vois là, en allant sur le site, j'ai mis le lien autant dans Facebook que dans le chat. Je vois qu'il y en a un dans l'est de Montréal, puis un dans le coin d'Ottawa qui s'en viennent. Je pense que c'est en anglais, par exemple, mais c'est des rendez-vous où on peut aller ensemble, en groupe, en tant qu'adulte, apprendre la base de la programmation. Il y a des petits défis, tout ça. Donc, Scratch Ed Meetup. Ouais. Je sais qu'on avait nous-mêmes organisé quelques-uns dans le coin ici, mais ça fait déjà quelques années de ça. Peut-être qu'on pourrait raviver la flamme s'il y a besoin, il y a. Ouais. Mais oui, c'est des possibilités. Il y a aussi les bibliothèques municipales qui soutiennent les parents et les jeunes. Ils offrent différents types d'ateliers. C'est sûr que ça dépend du contexte. Puis est-ce qu'il y a des choses qui ont été adaptées avec des ateliers virtuels? Mais ça peut toujours être intéressant de vérifier si votre bibliothèque de quartier, des ateliers pour favoriser d'un côté le développement de la littératie numérique, comme un peu ce que tu présentais, Stéphane, mais également pour l'apprentissage de la programmation.
Très intéressant. Ça peut être une autre ressource. Puis, je viens d'avoir à l'oreille Corinne qui me dit on pourrait lui suggérer un paquet de ressources pour ajouter à parents.québec. Puis, on va faire ça, Corinne, avec plaisir. Je vais demander à Christelle et Fred, et même vous, les parents, s'il y a des ressources que vous connaissez, peut-être nous les partager ou les partager à Marie-Hélène, à la FCPQ, puis on pourra ajouter ces ressources-là, dans le fond, à parents.québec. On ne peut pas avoir trop de ressources. Par contre, il faut, comme on le disait tantôt, apprendre à filtrer ça selon nos intérêts, nos besoins, parce qu'il y en a tellement qu'à un moment donné, il faut recentrer nos efforts parce qu'on pourrait passer trop de temps à chercher des ressources. Mais voilà. Il est 20h50. C'est extraordinaire. L'échange, c'est devenu pratiquement organique, notre échange. C'est comme une conversation. C'est un peu comme ça qu'on voyait ça, ces webinaires-là, comme des conversations qui nous amènent à consulter Internet pour s'informer, parce que ça nous donne une idée. C'est une nouvelle réalité. On jase, on a une idée, on va la vérifier en ligne. Internet nous donne nos réponses. On peut se les partager grâce au numérique. C'est un peu ça, la puissance du numérique. On le vit ensemble ce soir. On va centraliser ça après ce soir dans un site web. On va envoyer ça à Corinne. Comme ça, on garde des traces de ça. C'est extraordinaire. Puis, il y a le site de Squad Edu également, là, où on va rendre disponibles les rediffusions, dont celle de ce soir. Mais avant de dire que c'est la conclusion, moi, j'aurais le goût de poser la question à nos chers invités, aux gens qui sont toujours avec nous dans le Zoom et dans Facebook. Qu'est-ce que vous retenez de notre conversation de ce soir? J'appelle ça une conversation plus qu'un webinaire. J'ai-tu le droit? Ah, certainement. Qu'est-ce que vous retenez de la conversation de ce soir? Qu'est-ce qui vous a été le plus utile jusqu'à présent? Tant dans le contenu que dans le format. La parole est à vous. Soit dans le chat ou activez votre microphone puis on vous écoute. Moi, je lance la POC à M. Champagne, qui est un de nos parents dans le Zoom, qui je pense qu'il n'est pas gêné. Ouais. Non, je ne suis pas gêné. Je pourrais dire que j'ai été là 2 semaines. C'est complètement... c'est un peu la même matière, dit différemment, mais je pourrais dire que j'ai appris beaucoup d'affaires aujourd'hui comparativement à l'autre de l'autre semaine. Donc, c'est fun de pouvoir assister aux deux discussions comme Marius disait. Ouais. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui a été le fun par rapport à ça? C'est que c'est un peu d'écrire un peu comment je faisais? Les applications, à quoi qui servent les petits dessins. Moi, je suis un gars qui travaille pas mal avec les ordinateurs. Okay. Puis c'est le fun aujourd'hui parce que c'est pas tout le monde qui connaît ça, un peu les images, l'engrenage, c'est ça. Un peu qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui quand on fait des recherches ou quoi que ce soit, bien, les petits mots guillemets que tu as dit par rapport à la base de recherche de Google, c'est un peu le 101 des recherches Google. Mm-hmm. Mais ça serait le fun d'être capable de pouvoir dire, moi, mon gars, il est sur Internet ou quelque chose. Peut-être que ça serait des petites bases à faire apprendre à nos enfants comment faire ce petit... Peut-être de faire une petite vidéo ou quelque chose dans ce genre-là. Nos jeunes aujourd'hui sont souvent sur YouTube. Donc, peut-être faire quelque chose dans ce petit affaire-là. Puis peut-être peut-être faire une petite vidéo, quelque chose dans ce genre-là, peut-être le mentionner aussi dans nos FCPQ en direct. On pourrait peut-être le mentionner là, parce que c'est quelque chose qui est quand même très agréable à apprendre et qui pourrait aider les recherches du monde. Ouais, faire des petites capsules, merci capsules de littératie. Pour votre implication, c'est très agréable. Merci. Merci beaucoup pour ça. Dans Facebook, je me permets, pendant qu'on va sûrement accueillir quelqu'un d'autre qui va nous partager des commentaires, Carmen qui nous dit « Je suis vraiment impressionné par le partage de ressources et infos sur le thème. Merci à tous. » Mélanie Morin, tout est informatiquement possible, avec un petit clin d'œil. Donc, pas avoir peur d'essayer et explorer, Corinne. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça, c'est ce qui se passe dans Facebook présentement. Merci de vos commentaires. Peut-être quelqu'un d'autre qui voudrait interagir, soit nos invités ou les parents. Gênez-vous pas, la parole est à vous. Moi, ce que je retiens, je vais y aller,
parmi nos partages, mais également les interventions des parents. Toute la place qu'occupe, je reviens à l'humain, la communication, prioriser la communication, puis poser les bonnes questions, prendre le temps de s'approprier le technique, mais pour au final qu'il y ait de la place pour le bien-être, surtout en ce contexte actuel. C'est tellement important de ne pas s'oublier derrière tout ça. Donc, je pense vraiment c'est important de garder un œil là-dessus. Puis aujourd'hui, on a parlé des saines habitudes de vie. Donc, pensez à l'équilibre dans tout ça. Excellent. Fred? Oui, ben si je voulais laisser la place aux parents, mais ils vont apparaître juste après. Moi, j'aimerais ça qu'il y ait un parent qui coupe Fred, tu sais, comme en plein milieu de son discours. Gênez-vous pas. Non, ce que je voulais dire, c'est que moi, je suis très content de voir que les parents, un peu ce que Benoît a mentionné, que les parents veulent accompagner leurs enfants à essayer d'apprendre par rapport au numérique, même si ce n'est pas leur mandat premier. Puis ça, on en a parlé la première, il y a 2 semaines, la première rencontre dans mon cas. À l'école, ça va juste aller en augmentant le numérique. Donc, il y a le cadre de compétences numériques. Il y a de plus en plus, puis là, je fais des liens avec ce qu'il y avait comme question dans le clavardage, d'intégrer la programmation dans les programmes de formation. Bien, ce n'est pas encore officiel, mais il y a de plus en plus d'enseignants qui intègrent la programmation dans un point de vue pédagogique. Donc, on s'en va vraiment vers un côté numérique encore plus poussé. Puis oui, ça va prendre l'éducation pour les enfants. Et oui, les enseignants vont avoir ça je dirais, à ajouter un peu, ou en tout cas à faire différemment pour inclure le numérique à l'intérieur de leur programme. Et bien, les parents, tant mieux s'ils sont au courant comment un peu accompagner à la maison. Ça va être vraiment un travail d'équipe là, qui est important. Puis en arrière de tout ça, bien, si tout le monde travaille dans le même sens, c'est l'élève qui, en bout de ligne, bien, il va être juste mieux accompagné, il va avoir plus de chances de mieux réussir, puis plus de chances d'aimer l'école, parce que c'est ça qu'on veut en bout de ligne. Ah oui. Aimer apprendre. Aimer apprendre. Fait que non, moi, je suis très content de voir ça. Merci Fred pour ça, pour ces beaux commentaires-là. C'est vrai, hein? Tous les chemins ramènent à l'humain derrière tout ça, là, puis le désir d'apprendre, puis d'être ensemble. Fait que c'est vraiment, vraiment intéressant. J'aimerais peut-être dire, on rame tous dans la même direction. Merci, effectivement. Il y a un beau commentaire aussi de Marie-Ève qui adore le format conversation. Je suis content. Si ça vous a plu, tant mieux. Merci, Marie-Ève. C'était vraiment ça l'idée, de vous donner le plus possible de place, mais aussi de rendre ça de façon informelle, on va dire ça comme ça. Ouais. Je voudrais remercier la Fédération des comités de parents du Québec de nous permettre de jaser avec vous ce soir, de vous permettre à vous d'aller chercher ces ressources-là, d'échanger. Ouais. Mais c'est avec des programmes comme ça aussi, puis ça démontre, les gens qui sont là, qui sont présents, ça démontre aussi que vous êtes dans une belle posture pour améliorer votre communication, votre implication auprès de vos enfants. Donc, je pense que c'est très positif ce qui se passe. Les écoles s'améliorent, les enseignants font du mieux qu'ils peuvent, puis ils évoluent aussi de leur côté. Je pense que ce qu'on voit dans les écoles, dans les milieux scolaires, ça s'améliore toujours. C'est sûr que la COVID rend ça plus difficile en ce moment, mais ça reste qu'on s'en va du bon bord. Puis voilà, merci Marius pour l'animation. Merci Christelle et Fred pour votre participation. Merci aux parents d'avoir été là. On a des applaudissements dans le Zoom, c'est le fun. Voilà, moi, j'aimerais juste ça conclure en vous disant un gros merci à vous pour votre présence. Ça nous a fait vraiment plaisir de monter ces soirées-là avec vous. Puis peut-être, je ne sais pas si vous voulez dire un mot de la fin, déjà à 8h59. Déjà. Moi, je voulais vous remercier également, tu as remercié la Fédération et également remercier les parents présents qui ont participé, que ce soit dans le Zoom ou sur Facebook. C'était vraiment très agréable d'échanger avec vous. Merci, Christelle. Merci, Christelle. Je veux dire la même chose. Je ne veux pas répéter ce que Christelle a dit, mais franchement, merci de l'invitation. Merci d'avoir été là. Puis, gênez-vous pas pour... on en a parlé un peu au courant de la rencontre, mais gênez-vous pas pour poser des questions, communiquer aux bonnes personnes. Puis, si
si vous avez des questions plus techniques, ben on va, en tout cas, je vais parler pour moi, là, mais on est disponible, puis on a encore une boîte de courriel après ce soir. On est encore rejoignable. Yes! Ouais. Hey, ça, c'est le fun. Fait qu'on peut continuer à se parler après ce soir, même si le webinaire finit. Benoît, dans le chat, qui nous rappelle que le congrès virtuel de la FCPQ du 25 au 29 mai, qui est le prochain rendez-vous de la FCPQ pour les parents, toujours. Je m'en voudrais de ne pas dire merci à notre collègue Mathieu, à la régie, qui s'occupe de tout cet aspect technique-là ce soir. Yes! Merci, M. Leroux. C'est de toute beauté, c'est extraordinaire. Puis voilà, c'était le webinaire du 13 avril 2021 pour la FCPQ. Et demain, on est le 14. Bonne soirée tout le monde. Bonne fin de soirée.